Alors, c'est quoi l'hépatite d'abord? Oui, s'il vous plaît. C'est l'inflammation du foie. Ok, d'accord. Hépatos en grec, c'est le foie. Alors, l'inflammation du foie, c'est l'hépatite. D'accord. Alors, les hépatites, c'est la famille de plusieurs virus, d'accord, qui appartiennent à des... En fait, c'est plusieurs familles différentes de virus, d'accord, qui ont pour point commun de pouvoir attaquer le foie comme organe principal et de manière aiguë ou chronique. Donc les hépatites en soi, c'est des virus qui appartiennent à plusieurs familles. Ils ne sont pas tous de la même famille. Ils appartiennent à des familles différentes, on verra. Mais ils ont un seul point commun. Ils attaquent tous les foies pour provoquer une infection aiguë ou chronique. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir sur cette diapositive, rien de plus. Alors, dans cette famille, il y a les hépatites A et E, d'accord, qui sont les virus à ARN et qui se transmettent par voie orofécale. D'accord? Les hépatites A et E se transmettent par voie orofécale. Donc, ce sont des maladies des mains sales. Ok? Ils se transmettent par voie orofécale et ce sont des virus à ARN, on les verra. L'autre caractéristique des hépatites A et E, ils n'induisent pas un passage à la chronicité. Donc, ils n'affectent pas le foie de manière chronique. C'est seulement de manière aiguë. D'accord? Seulement de manière aiguë. Voilà. Par contre, les virus des hépatites B, C et D se transmettent essentiellement par voie parentérale, ça veut dire par les sangs, les fluides biologiques et autres. D'accord? Et ils ont un risque très important de passage à la chronicité. Les virus des hépatites B, C et D se transmettent d'abord par les sangs et les autres fluides biologiques, alors que les autres, c'est par voie orofécale. Et ils ont un risque de passage à la chronicité. C'est ça la différence entre les deux groupes. Parentéral, ça signifie par les sangs. Mais après, par les autres hubers biologiques aussi, c'est ça que j'ai dit. Là, pourquoi je vous dis toujours d'écrire ce que moi je vous dis, plutôt que ce que vous lisez. Voilà. J'ai mis sur ce diagramme, sur ce tableau, les différents virus. Le virus de l'hépatite A, d'accord? C'est un virus à ARN. Il appartient au groupe des Picornaviridae. Quand on parle de PCR, le groupe Picornaviridae, en fait, c'est Baltimore groupe 4, d'accord? Et il appartient au genre hépatovirus dans la famille des Picornaviridae, d'accord? Et il se transmet par voie orofécale, entérique, donc tube digestif. Les virus des hépatites C, des hépatites E, c'est un calicivirus, d'accord? Le calicivirus, c'est également un virus Baltimore groupe 4, dont ARN simple brun à polarité positive, mais il appartient à la famille des herpès virus et il se transmet aussi par voie parentérale, par voie entérique, donc orofécale. Les virus de l'hépatite B, on l'a vu lorsqu'on a étudié Baltimore groupe 7, d'accord, les virus à ADN double brun avec rétrotranscriptase. Donc, il appartient à la famille des Hepatnaviridae et c'est un virus à ADN, donc différent d'autres familles. Et il se transmet par le sang et autres, et par les autres sécrétions, on verra. Les virus de l'hépatite delta, on l'a étudié, c'est un viroïde. Vous vous souvenez? Non, c'est pas un viroïde, ça c'est ancien. C'est un virus satellite. Vous vous souvenez? Satellite. On a étudié avec le virus satellite avant-hier. Incapable de se répliquer jusqu'à ce qu'il y ait un deuxième virus, voilà. Alors son deuxième virus, le virus Helper, c'est le virus de l'hépatite B. Donc celui-ci, c'est un virus satellite qui a un ADN simple brun, linéaire, etc. Et il se transmet par voie parentérale. Et il y a le virus de l'hépatite C, qui est un flavivirus, qui en fait
appartiennent dans le même groupe, appartient au même groupe que les virus de la dengue, chikungunya, Zika. Ils sont dans le même groupe là-bas. Mais c'est aussi des virus de Baltimore groupe 4, d'accord, mais ils se transmettent par voie parentérale. Vous voyez qu'ils viennent de deux horizons différents, mais ils ont une seule caractéristique commune, ils attaquent le foie de manière primaire, d'accord, et ensuite, parmi eux, ceux des hépatites A et E affectent le foie seulement de façon aiguë, alors que B, D et V, B, D et C peuvent, B, C et D si vous voulez, affecter le foie de manière chronique. Alors, le virus de l'hépatite B, on en a beaucoup parlé, je ne vais plus le présenter. Lorsqu'on a présenté Baltimore groupe 5, groupe 7, on a parlé de l'hépatite B, comment il se réplique, tout ça, c'est déjà dedans. Voilà, donc, il appartient à la famille des Hepadnaviridae, d'accord, dans lesquels il y a plusieurs genres, et puis il y a les genres, voilà, etc. C'est un virus à ADN enveloppé, d'accord, avec une rétrotranscriptase, comme vous le savez, donc Baltimore groupe 7. Il infecte préférentiellement les hépatocytes. C'est quoi les hépatocytes? Les cellules du foie. Donc, il infecte préférentiellement les hépatocytes, même si on retrouve parfois un peu d'ADN au niveau des cellules rénales, pancréatiques et des monocytes. Mais sa cible préférentielle, c'est le foie. Il y a une remarque particulière lorsqu'on a étudié, on a mis les tableaux de virus enveloppés et virus nus. On avait dit que les différents solvants, d'accord, détruisaient tous les virus enveloppés, sauf les Hepadnaviridae. Et c'est ça que j'ai dit ici en grand. Le virus des hépatites B est très résistant à l'extérieur, malgré qu'il a une enveloppe, contrairement aux autres. Hein, les autres virus avec enveloppe, la rage et autres, dès que l'enveloppe est bousillée, c'est fini, il est foutu. Mais ce virus, il est très résistant, malgré que c'est une exception des virus enveloppés, malgré qu'il a l'enveloppe, il est très résistant au milieu extérieur et il résiste beaucoup à la chaleur et à la dessiccation. Voilà pourquoi, par exemple, en milieu extérieur, pour bien le désinfecter sur les paillasses, il faut utiliser la solution d'hypochlorite, donc l'eau de javel, au moins 10%. C'est très important pour les détruire. Donc, quand vous travaillez à la paillasse en tant que biologiste ou technicien de labo, quand vous désinfectez votre paillasse, vous devez utiliser des désinfectants très forts, tels que le Cidifend, le Virkon ou même l'eau de javel, mais vraiment concentré, parce que c'est un virus qui est très résistant sur les surfaces, etc. L'autre question que vous devez retenir, la particule virale complète, d'accord, est appelée particule de Dan. Vous avez vu comment j'écris Dan? C'est pas comme vos chéris Dan là, que vous vous dites là-bas. Donc, la particule virale complète, quand elle est mature, complète, on l'appelle la particule de Dan. Alors, la particule de Dan, c'est celle-là, donc la particule infectieuse complète. Elle comprend une enveloppe. L'enveloppe, vous vous souvenez, tous les virus ne codent pas pour l'enveloppe. L'enveloppe, ils les trouvent chez la cellule hôte, n'est-ce pas? D'accord. L'enveloppe est là, c'est ce que vous voyez en bleu. C'est ça, l'enveloppe. Alors, c'est une bicouche lipidique d'origine cellulaire. Sur l'enveloppe, il y a 3 types de protéines qui sont ancrées dans l'enveloppe. D'accord? Nous avons la protéine S, qui est la petite protéine. S signifie en anglais small, la petite protéine, mais c'est la protéine majeure parce qu'elle est en grande quantité. Regardez en jaune, la protéine S, c'est la plus petite des protéines, mais c'est la protéine majeure parce qu'elle est plus abondante que les autres protéines de surface, la protéine S, d'accord? Ou la protéine majeure parce que c'est abondant. Ensuite, on a la protéine M pour dire medium, moyen. La protéine M, elle est là, d'accord? Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, d'accord? Et puis la protéine L, large ou large, la grande protéine, d'accord? Celle-ci. Les 3 sont enchâssés dans l'enveloppe. La nucléocapside, d'accord, elle est de forme icosaédrique, la symétrie est icosaédrique, d'accord? D'accord? Et elle se forme par... en fait, ce sont les capsomères qui forment cette capside qui entoure les génomes du virus. Et la capside comprend 2 protéines. L'antigène HBC, l'antigène de cette capside, et l'antigène HBE. On les verra en détail sur l'autre.
Ensuite, dans le gène, il y a la polymérase virale. On va voir la copie du génome. C'est important. Ce que vous devez savoir, c'est que quand les cellules sont infectées, par exemple la cellule du foie, quand vous regardez au microscope électronique une cellule infectée, vous retrouvez les particules d'Édan. Ça, ce sont les particules matures qui sont complètes. Mais vous trouvez parfois d'autres particules qui n'ont pas vraiment la forme arrondie comme la particule d'Édan. Elles ont parfois la forme des bâtonnets, des sphères, et voilà. Parfois, il n'y a même pas d'acide nucléique dedans. Ça correspond en fait à une production excessive d'enveloppes, mais il n'y a pas de génome ni de capsides, donc ils ne peuvent pas se répliquer. Mais il y en a beaucoup dans les cytoplasmes des cellules infectées, d'accord? Ça veut dire que quand vous prenez une cellule infectée, vous allez trouver les particules normales avec acide nucléique, capsides, enveloppes et autres, mais parfois vous trouvez d'autres particules où en fait vous n'avez que l'enveloppe qui s'est formée, il n'y a pas de capside dedans, ou il n'y a pas d'acide nucléique. Ce sont des erreurs qui surviennent lors de la réplication, mais c'est très fréquent et en grande quantité avec les cellules des hépatites. Ensuite, j'ai mis le génome du virus à droite, c'est pas grave. La photo dont j'ai parlé, c'est celle-là. Regardez les particules qui sont circulaires, ce sont les particules d'Édan, celles qui sont circulaires. Mais regardez les autres particules qui sont allongées, filamenteuses, ce sont également les particules virales. Mais regardez les formes qu'elles ont, elles ont des formes différentes. Et en général, elles n'ont pas de matériel génétique, d'acide nucléique, parfois même des capsides. Mais ils sont très abondants dans les cellules infectées. C'est une particularité du virus des hépatites B. Et donc, s'il n'y a pas ce matériel, ne peut pas... Ils ne feront rien, je vous avais déjà dit. Ce sont les particules, les VLP, les virus-like particles, ces particules semblables au virus. En parlant du génome du virus, d'accord, c'est un génome d'environ 3200 paires de bases. Bon. Donc voilà, c'est pas très grand, c'est pas un très grand matériel génétique hein, comme d'autres virus à ADN. C'est parmi les génomes qui sont les plus petits, parmi les virus à ADN. Mais voilà. Comme vous le voyez, l'ADN, c'est un ADN bicaténaire. Souvenez-vous, l'ADN ici a deux brins. Le brin négatif qui est complet, le brin positif qui est incomplet et qui se termine par un fragment d'ARN qui en fait est la rétrotranscriptase. C'est ça qui fait le défaut génétique. Ça, vous le savez. Le brin long, il est codant. Polarité négative, alors que le brin court, celui qui est positif, c'est un brin non codant. D'accord? Et à cause de sa petite taille, il est très compact et les protéines sont très confinées à l'intérieur. Et ici, voilà, ça c'est une carte du génome du virus avec les différents gènes du virus. Parlant du génome du virus, il y a 3 gènes. Il y a le gène S. Le gène S, c'est celui que vous voyez en vert. Celui-ci. D'accord? Et les gènes S comportent 3 régions. La région pré-S1 que vous voyez, la région pré-S2 et puis la région S. C'est la région S, le gène S qui produit la plus grande protéine qu'on appelle la protéine L. D'accord? Qui est la protéine en fait la plus grosse, mais elle est en faible quantité. Le gène ici produit la protéine M, la protéine moyenne, et également la protéine S, qui est la protéine majeure. Donc toutes les trois protéines qui sont enchâssées dans l'enveloppe, d'accord, sont produites grâce au gène S, qui comprend 3 segments, pré-S1, pré-S2 et S. Ça, c'est important. Ce que je voulais savoir, j'ai écrit en rose ou en violet. La région la plus importante est la région S, celle-ci. Car c'est cette région ici qui code pour la spécificité de l'antigène HBS qu'on va étudier. Quand vous êtes au labo, on vous demande ça au laboratoire, on va étudier. Donc, c'est la région S, en fait, qui code pour la spécificité de l'antigène HBS. D'accord? Au niveau de l'enveloppe du virus. Le gène C, il est là, ici. Il a également 2 parties. La partie pré-C et la partie C. D'accord? Et il produit 2 types de protéines. L'antigène HBC, comme lui-même, et l'antigène HBE. D'accord? D'accord, c'est très important.
antigène HBC et antigène HBE. Les deux sont produits par le segment protéique ici, qu'on appelle par le gène C. Le gène C, donc, produit l'antigène HBC, mais également l'antigène HBE. Voilà. Et l'antigène HBE, bon, c'est pas grave ce qui est dit après. C'est pas grave. Il y a aussi les gènes P. Le P, c'est la polymérase, d'accord, qui permet la réplication du virus. Le gène P, il est là. Le gène P est en orange, d'accord, il permet la réplication du virus, d'accord. Et il a également une capacité, c'est que il accepte l'action de la transcriptase reverse. Voilà pourquoi il se retrouve dans le Baltimore groupe 7. Parce qu'il y a une action de la transcriptase reverse qui est également incluse, qui est un fragment d'ARN. Voilà. Et ces gènes ici produisent la polymérase. Mais il y a un autre gène, un quatrième, c'est le gène X. Le gène X, il est là, il est en bleu. C'est un gène très très compliqué. C'est en fait une protéine qui a des activités de transactivation sur les promoteurs du virus de l'hépatite B. Mais ces gènes seraient également, où il est impliqué, dans le pouvoir oncogène, dans le pouvoir cancérigène du virus de l'hépatite B. Le pouvoir cancérigène de ce virus est exprimé sur ces gènes-là, les gènes X. Hein, c'est sur ces gènes X qui auraient les facteurs qui, chez certaines personnes, conduisent à l'oncologie, à la cancérologie, à la production à la transformation des cellules normales en cellules cancéreuses. Je l'ai dit au début, les virus de l'hépatite B infectent préférentiellement les hépatocytes. Mais il peut aussi infecter les cellules rénales, j'ai dit pancréatiques et même les monocytes, etc. Il peut les infecter, mais il ne peut se répliquer que dans les hépatocytes. C'est clair? Le virus de l'hépatite B ne peut se répliquer que dans les hépatocytes. Mais il peut infecter les seins, les reins, le pancréas, les cellules mononucléées. Il peut les infecter, mais il ne peut se répliquer que dans les hépatocytes. C'est très important. Les autres détails en bas, je vous les laisse. C'est pas grave, même si vous ne les connaissez pas. Voilà. J'ai mis ici une image du virus des hépatocytes. Quand il entre dans la cellule, dans l'hépatocyte, avec son enzyme la polymérase, c'est un virus à ADN. Il doit avoir une réplication intranucléaire. Souvenez-vous, Baltimore groupe 7. Les génomes comprend un défaut, d'accord? Il doit être corrigé par des précurseurs moléculaires, etc., les agents réparateurs lors des mitoses. Une fois qu'il est corrigé, il commence maintenant sa réplication par deux voies. La voie, comme c'est un double brin, il produira l'ARN messager, les protéines virioniques. Mais la voie génomique, d'accord, subira d'abord la rétrotranscriptase pour donner... Non, ça donnerait un ARN messager, mais un ARN génomique qui subira l'action de la rétrotranscriptase pour donner un ADN simple brin. L'ADN simple brin à polarité négative, à l'opposé de l'ARN génomique, qui va encore subir une deuxième action de la rétrotranscriptase pour compléter les doubles brins et lui remettre les défauts d'origine. D'accord? Les petits fragments d'ARN, on a vu ça hier. C'est tout ce que j'essaie de montrer ici. Il entre dans la cellule jusqu'à la production des différents composants. D'accord? Ces composants vont être produits dans le réticulum endoplasmique d'ailleurs. Et finalement, les particules virales vont être libérées. Je n'insiste pas beaucoup parce que j'ai enseigné ça quand j'ai parlé de Baltimore groupe 7. Il s'agissait, c'est l'unique groupe de virus qu'il y a. Là, il se réplique de la même façon. Alors, le virus de l'hépatite B, c'est un virus à ADN. Normalement, il est censé ne pas avoir beaucoup trop de mutations comme les virus à ARN. Malheureusement, il a beaucoup de mutations simplement parce que il comporte un ARN, la transcriptase inverse là. C'est un fragment d'ARN. Et quand il se réplique, elle commet beaucoup d'erreurs. Et ce qui fait que c'est un virus à ADN, mais qui a quand même une bonne diversité génétique. C'est à cause de la transcriptase reverse qui est présente dans son génome. Ça, c'est important de le savoir. Bon. Les autres détails, je vous les pardonne, c'est pas très grave.
même si vous ne connaissez pas ça. Sachez qu'un virus à ADN, normalement, à cause des mécanismes d'épissage et de proofreading, il est attendu d'avoir moins d'erreurs, d'accord, sur le matériel génétique. Ça aurait pu être le cas pour le virus de l'hépatite B, qui est un virus à ADN. Cependant, le virus ici porte un génome. Il porte un ARN sur les génomes, ce qui fait que cet ARN, qui est une transcriptase inverse, est sujet à beaucoup d'erreurs, et ce sont ces erreurs-là qui, au final, occasionnent la diversité génétique. Ici, sur cette carte, j'ai mis la diversité. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour que vous sachiez que toutes les personnes qui font des hépatites dans le monde ne sont pas infectées par le même virus. Ils sont infectés par le virus des hépatites, mais qui sont différents génétiquement. Et ce qui fait que la prise en charge, le traitement peut être différent. D'accord? Le traitement peut être différent parce que vous pouvez avoir un virus qui est plus résistant à tel antiviral et qui est plus sensible à l'autre. Alors qu'en Amérique, par exemple, on peut avoir plusieurs et qui sont différents. C'est ça la signification de la diversité génétique. Et on le verra avec les VIH, c'est encore beaucoup plus. Voilà. En 2019, par exemple, c'est juste une estimation de l'épidémiologie. Pour la région des Amériques, on avait à peu près en moyenne 51 000 personnes infectées. Alors qu'en Afrique, vous avez vu, on avait en moyenne combien? 6 millions de personnes infectées. Et ça, c'est chez les enfants. 6 millions, uniquement pour l'Afrique. Les Moyen-Orient, quand même, il y en avait beaucoup, 700 000. Et l'Asie d'ici, c'est 600 000. Donc l'Afrique reste le continent qui est le plus touché par le virus de l'hépatite B. Et c'est très important. Et ça, c'est chez les enfants de moins de 5 ans. Ça signifie la contamination maternelle en général. Sans compter chez les adultes. Ça, je ne vous enseigne pas, c'est pas grave. Voilà. L'hépatite B, une fois que vous êtes infecté, c'est une infection qui peut être mortelle pour vous, parce que ça dépend. Vous pouvez avoir des formes banales. Bon, pas banales, hein, une forme moins symptomatique, qui vous cause moins de problèmes. Mais parfois vous avez des formes mortelles, parce qu'il y a un risque de passage vers la cirrhose et après vers le cancer. Quand vous atteignez la phase de cirrhose, en général, ça passe toujours vers le cancer ou presque, mais déjà la cirrhose va vous tuer sans que le cancer ne soit invité. Et si le cancer s'invite, ça va bien vous tuer dans tous les cas. Donc c'est un mauvais virus, etc. Et il est important de le savoir. Par rapport à l'endémicité, il existe 3 régions d'endémicité. Il existe la région Pacifique occidentale et Afrique, où l'endémicité est autour de 6% de la population adulte est infectée. Donc vous voyez, près de 6% des populations africaines sont infectées. Donc si vous êtes 100 dans cette salle, sachez qu'il y en a 6 qui sont porteurs de ces virus. C'est beaucoup. La région des moyennes endémicités, c'est la région Méditerranée orientale et l'Asie du Sud-Est. Thaïlande, Singapour, Indonésie, c'est ça l'Asie du Sud-Est. La Méditerranée orientale, c'est Chypre, la Grèce, la Turquie, voilà, l'Égypte, etc. Le Liban, Israël, ça c'est la Méditerranée orientale. C'est les régions où on a entre 3,3 et 2%. Et la région des faibles endémicités, comme toujours, c'est l'Europe et l'Amérique, où voilà, la prévalence est faible, hein, 1,6 à 0,7 à 1,6. Voilà, c'est très important. Dongo, ça va? Tu as l'air triste, qu'est-ce qu'il y a? Qui te manque? Ah, rien ne te manque. Même pas ton chéri. Alors, regardez sur cette carte, voilà, vous verrez que la région Afrique, quand même, il y a une forte endémicité, et la région ouest du Pacifique, donc vers Chine et autres Australie. Et puis la région endémicité moyenne, c'est l'Asie du Sud-Est, cette partie ici, etc. Et puis un peu le Moyen-Orient, Méditerranée occidentale. Et comme vous le voyez, l'Europe, l'Amérique, bon, voilà, ils n'en ont pas beaucoup. Bon.
C'est leur chance qu'ils n'en aient pas beaucoup. Comme nous, on est censé avoir tout beaucoup. C'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu a réparti les choses comme ça, on accepte. On assume. Voilà. Et en 2019, sur cette carte, j'ai voulu montrer la prévalence des hépatites dans le monde. Et comme vous pouvez le voir, nous on est en orange. La prévalence est entre 4 et 7,9%. C'est quand même beaucoup. Mais il y a des pays qui nous dépassent quand même, hein, tels que l'Angola, Centrafrique. Au nord de la Centrafrique, c'est le Niger. Et voilà, le Mali, le Nigeria quand même, il y en a beaucoup. Voilà. Pas grave. Alors, ce que je voudrais que vous sachiez, et arrêtez d'écrire. Lisez là-bas. Vous avez lu, hein? Vous avez lu? Ah. Donc au moins vous avez retenu. C'est un virus très contagieux. Il est 10 fois plus contagieux que le virus de l'hépatite C. Et il est 100 fois plus contagieux que le VIH. Donc quand vous prenez vos mesures de VIH là, hein, il faut faire x10 pour être protégé contre les hépatites B. Oui, je n'avais pas dit. Et c'est encore bien quand c'est dans un petit nombre de personnes. C'est là où les disciples apprenaient bien. Quand ils étaient très nombreux et beaucoup de paraboles. Quand les disciples restent moins nombreux, le Christ maintenant distillé l'enseignement tranquillement aux élus. Ça vous fait plaisir, hein? Le virus se transmet par le sang, par le sperme, par les sécrétions vaginales et même par la salive. Donc quand vous êtes contagieux là, même dans vos bisous là-bas, hépatite B, vous pouvez l'avoir. D'accord? C'est pour ça qu'il est très contagieux. Le VIH, vous ne l'avez pas dans les baisers, dans la salive, vous ne l'avez pas du tout. Pour avoir le VIH dans la salive, il faut boire l'équivalent de 10 litres de salive d'une personne pour arriver à être infecté, ce qui est impossible. Mais le virus de l'hépatite B dans la salive, il y en a. Dans les sécrétions vaginales, il y en a. Ce qui fait que c'est une infection sexuellement transmissible. Dans les spermes, il y en a. Dans les sangs, il y en a. Et c'est 100 fois plus contagieux que le VIH. Voilà. Il existe aussi des transmissions par les larmes, la sueur, les laits maternels et les urines. Voilà pourquoi chez les enfants de moins de 5 ans, il y en a beaucoup parce que la maman fait tout pour ses enfants. Et donc s'il y a les contaminés, il les contamine également. Voilà. Il est important de savoir qu'il existe 4 modes de transmission qui se différencient selon les régions du monde, hein, d'accord? Et voilà, selon les groupes à risque. Dans tout le monde entier, les gens ne se contaminent pas de la même façon pour avoir le virus de l'hépatite B. On va le montrer. La transmission parentérale, ça veut dire par le sang, d'accord? Le sang, c'est les moyens le plus, en fait, j'allais dire quoi? Ah oui, plus direct, il faut dire, par le sang, vous avez une contamination importante. Ça inclut la transfusion, les injections, les piqûres, quand on n'a pas désinfecté correctement, le travail au laboratoire avec du matériel mal stérilisé. Ça inclut les tatouages. Qui a les tatouages ici? Personne. Voilà. Voilà. Ça inclut également les tatouages. Si vous voulez les mamouages aussi, c'est pas vous. Très important. Les piercings. Qui a les piercings ici au nez? C'est quoi? Piercing. Les boucles que vous avez là-bas. Les nez bouclés, même là. Et même sur la langue. Ouais. Mais, non, les musulmans, oui. Les gens qu'on voit ici sont musulmans. Quelqu'un met piercing sur la langue. Donc tu embrasses quelqu'un, il y a un métal au milieu. Tu crois que c'est ça? Bon, heureusement que j'ai jamais essayé. Je vais savoir à quoi ça ressemble. Je m'imagine simplement. Tu fais bisou à quelqu'un et puis il y a un truc métallique sur sa langue. C'est quoi? Parce que moi, je vais finir par tirer ça. J'enlève ça.
Après, ça va saigner et puis c'est fini. Les embrassades sont terminées. Les piercings, c'est ça? Et les injections de drogue. Cette manière de se transmettre par les sangs, les transfusions, elle est très fréquente dans les pays où la prévalence est faible. En Europe, aux États-Unis. Hein? Dans les pays où la prévalence est faible, c'est là qu'il y a beaucoup de transmissions par les sangs. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que hein, l'Africain n'aime pas les piqûres, n'aime pas qu'on se pique. En Europe, les gens s'injectent la drogue avec des aiguilles, des seringues. Ils prennent la drogue injectable et ils se passent là, entre les réseaux. Hein? Un réseau de fumeurs, de drogués, ils se réunissent à 15 à 20 avec une seringue. Il prend, il injecte la drogue, il donne à l'autre, il s'injecte, etc. Et c'est pour ça que c'est très fréquent. Vous voyez les gens qui sont tatoués. Hein? Même Messi, il est tatoué. Donc, voilà, il est très sale. Par contre, Cristiano Ronaldo est impeccable. Aucun tatouage. Mignon garçon. Neymar et Vinicius. Vinicius, encore, c'est pire. D'abord, il est noir. Maintenant, il a un tatouage vert. Ça fait vert noir. Ça fait vite sur sa peau. Bref, bizarre. Etc. Alors, ici, les personnes à risque de cette transmission par voie parentérale, ce sont les toxicomanes. Les gens qui se donnent des drogues par voie injectable. Les personnels de santé, vous restez exposés dans tous les cas parce que vous manipulez les produits biologiques, pas seulement les urines, les sangs, les gens qui travaillent dans les centres d'hémodialyse, les gens qui reçoivent beaucoup de transfusions, mais également les tatoués et les mamoués. Hein? Tatoués, mamoués, les tatéoués, tout ça là, vous avez des problèmes. Et les piercings. Si vous avez vos sœurs qui en ont, dites-leur quand même que voilà, de temps en temps, il faut qu'elles recherchent l'antigène HBS ou le VIH n'ont pas encore eu, avec cette façon de faire là. La transmission sexuelle, elle est importante parce que le virus est présent dans les spermes, dans les sécrétions vaginales. Mais j'ajoute dans la salive. Même quand vous sucez des histoires là-bas, vous pouvez la voir. Hein? Vous les suceurs, vous les suceuses. Donc, dans les rapports sexuels, ce sont les principales sources de contamination. D'accord? Et cette façon de se transmettre par la voie sexuelle, elle est plus fréquente dans les pays à forte endémicité. Donc, ici chez nous. En Afrique, en Asie, là où l'endémicité est très forte. Souvent, la transmission chez les adultes. Hein? Nous, on ne se pique pas beaucoup, on ne reçoit pas beaucoup de transfusions, on ne s'injecte pas beaucoup, on a peur des piqûres. Mais on aime bien les biloques. Alors, en faisant les biloques, voilà. Vous avez tout ça gratos. Et donc, ça concerne aussi les homosexuels parce que voilà, ils se transmettent, les hétérosexuels à partenaires multiples, voilà, tout ça. Amine, tu as combien de chéris? Un seul. Un seul? Ah, voilà. Et bien, ton chéri a combien de chéris? Je ne sais pas. Voilà. Tu vois les risques? Voilà, c'est tout ça. C'est pas seulement toi. Ça peut être lui aussi. Tout comme lui peut être bien, c'est toi, fille de l'ISTEM, là, on vous connaît. Tout le temps à côté des assistants et des CT. À côté des as. As. C'est quel as? As des piques. As et des CT. On vous connaît. Il existe également la transmission horizontale. Elle se fait entre les personnes contaminantes. Entre les personnes contaminées. Et ça, c'est vous souvent. Les jeunes filles, ça c'est vous. On vient te faire te limer les ongles à la maison, te faire les soins des ongles. Après, dada, l'ami, oui, tout ça. Je vais ajouter, j'ajoute $5. Qu'on te fasse aussi. Tu prends tes instruments à toi. Toi, tu es une vieille escroc de l'ISTEM, on te connaît. Tu sors avec tout le monde. Tu donnes à la petite fille qui est aux humanités, qui ne connaît même pas d'homme. Tu lui donnes ces instruments qui sont mal désinfectés. Et on lime les ongles, tous ces trucs-là où on vous mange la viande ici autour des ongles. Je ne comprends même pas ces trucs-là. Tu as des petits trucs aigus. Ça te fait quick. D'abord, une fois, on m'a fait ça. J'ai eu tellement mal. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous pouvez accepter une telle persécution? Et voilà, bon, vous aimez votre soeur, vous lui donnez vos instruments, etc. Vous, on connaît votre vie avec les assistants là-bas, les CT. Vous êtes toujours entre eux là-bas, entre les tables, en dessous des tables, au-dessus. On connaît les gens de l'ISTEM. Les filles, on vous connaît. Hein? Ça ne se fait pas ici à Goma. Ça va. C'est qui, mais... Il n'y a pas de souci. Moi, ce que je connais, c'est ce que j'ai dit ici. Ce que j'ai dit ici s'engage ici. Ça y est.
Voilà. Et finalement, vous avez cette contamination par les petits objets, les plaies, les objets des toilettes, etc. Autre aussi, c'est encore vous les filles, mais ça ne vous concerne pas, vous avez raison. À Goma, il n'y a pas de hommes. Il n'y a pas une université avec un homme. Voilà. Là où il y a des hommes, souvent, c'est à l'époque. Maintenant, il y a les ils ont quand même un homme où les étudiants restent. Oui. Bon, je me demande vraiment si c'est un homme pour de vrai. Quelqu'un que je connais pas. Bon, voilà. C'est pas grave. Alors, à l'époque, c'était les filles qui volaient les bandes hygiéniques, les filles sales des autres. Avant qu'il y ait des bandes hygiéniques, à l'époque, c'était les couches. D'accord? On mettait et puis après, on nettoie, on sèche. Alors, quand vous partagez la même chambre avec des filles sales, elle, quand elle a ces trucs-là, elle ne va pas toucher les seins. Elle va les enfouir dans ses habits. Et maintenant, toi, tu as étalé, tu as nettoyé, tu as étalé au fil. Tu vas les faire un tour. Elle regarde et regarde. Quand tu sais ma partie, elle porte. Pouic. Elle porte. Elle sort avec. Tu rentres les soirs. Bande de sang. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu. J'étais chez Voilà. Moi, je ne sais pas. Moi aussi, je les sentais comme toi. Ok. Quelques jours après. Eh non, j'ai des infections. Les vagins me chatouillent, etc. Toi-même, à qui on a volé les bandes, tu sais que tu en avais auparavant. Tu dis, ah, tu as des infections, ça fait comment? Maintenant, elle s'est mise à t'expliquer bête qu'elle est. Elle t'explique avec les détails, tu te souviens que toi aussi c'était comme ça. Et maintenant, tu lui dis, mais là, tout gentiment, tu vois que ce n'est pas bien de voler les bandes hygiéniques. Moi, j'avais ça. Mais tu as ça. Et elle était sortie, Yankoy, elle te remet. C'est pas bon. Un CP. Voilà. Et ce mode de transmission existe dans le monde entier, mais en Afrique subsaharienne, il y en a beaucoup. Et les personnes à risque, ce sont les personnes qui vivent sous le même toit. Souvent, c'est ça. C'est difficile que CP aille donner à Mina les objets pour les soins des ongles et des manicures. Quand même, voilà, ils n'habitent pas ensemble. Mais souvent, c'est quand on vient faire à la maison dans les quartiers. À l'époque, je voyais même à Kinshasa, quelqu'un qui fait ça avenue par avenue. Il entre ici, il passe, il désinfecte. Il fait la manicure. Il passe la pédicure avec les mêmes instruments. Quel gâchis, quel risque, quel désordre. Voilà. Il existe également la transmission périnatale. D'accord? Elle est très importante et elle est grave à long terme. Pourquoi? Parce que elle se fait souvent lors de l'accouchement ou dans les mois qui suivent l'accouchement. Souvenez-vous, si vous avez le virus de l'hépatite B, il peut passer dans le lait maternel, dans les larmes, dans la salive, il y en a. Alors c'est tout à fait normal qu'une mère qui allaite, qui s'occupe de son bébé, qui ait salive, larmes et autres, tout ça, que ça puisse toucher son bébé, il peut le contaminer. Et sachez que vous avez un risque de 30% d'être contaminé si la femme enceinte, d'accord, est porteuse de l'antigène HBS, d'accord. Et si la femme est porteuse de l'antigène HBE, le risque est augmenté jusqu'à 90%. Parce que là, la transmissibilité est très importante. La transmission est importante. Voilà. Il a été aussi noté des cas où, voilà, la transmission du virus s'est fait de la mère à l'enfant en début de grossesse. Mais c'est quand même rare. C'est souvent en fin de grossesse et après l'accouchement. Voilà. Mais en fin de grossesse, si vous êtes antigène HBS positif, le risque est déjà de 50%. D'accord? Pour transmettre cela. Et ce qui fait que la maladie ne finit jamais en Afrique. L'Afrique est le continent le plus prévalent. D'accord? Chez les adultes, il y en a beaucoup. Et chez toutes les femmes enceintes, d'accord? Et toutes les femmes qui tombent enceintes, au dernier trimestre, le risque est de 50% de transmettre à leurs enfants. Ce qui fait que quand les enfants naissent, ils naissent avec. Et s'il y a des porteurs chroniques, évidemment, ça restera un peu plus longtemps, mais voilà. Ce qui se passe, c'est la maladie restera toujours. Bon, parfois, vous aussi, bon voilà. Même quand il est enceinte là-bas, vous avez quand même tiré dedans. Tirer même quand c'est enceinte là-bas, bon voilà. Sachant qu'au troisième trimestre, le risque est important, bon, tu vas aller quand même tirer dans les ballons là-bas. Tirer dans les ballons, tout dans les ballons. Et voilà, ça vous crée encore des problèmes et vous vous contaminez. Tirez quoi? Les fils. Tirez les fils comme ça. Alors, dans le diagnostic, la période d'incubation de l'hépatite B, en général, elle est longue. Hein?
pouvez aller jusqu'à 4 mois, 120 jours. De 1 à 4 mois d'incubation. Donc parfois, c'est très difficile qu'une personne se souvienne que, voilà, hein, il a fait telle et telle chose maintenant, et j'ai embrassé quand même une petite là, à case départ, la nuit là, dans l'obscurité, je ne l'avais pas bien vue. 4 mois après, c'est difficile de se souvenir que non, c'était la fille là que j'ai embrassée là. Et, surtout que vous embrassez tout le monde, donc le risque est encore plus important. Dans 75% des cas, l'infection est asymptomatique. Mais quand il y a des symptômes, en général, c'est banal. Hein? Ictère, jaunisse, fièvre, les frissons, douleurs articulaires, manque d'appétit, douleurs musculaires. Ça passe, hein? C'est comme la grippe, la fièvre, comme la plupart des maladies virales. Vous faites presque la même chose au départ. Vous ne saurez pas que c'est ça. Fièvre, maux de tête, muscles, fatigue, manque d'appétit. Et puis ça passe. Mais après, voilà. Dans 75% des cas, c'est ça. Et quand on vous fait le laboratoire, il y a quelques éléments qui peuvent être perturbés. On verra à un moment l'antigène HBS apparaîtra, l'antigène HBE qu'on trouve au niveau de la capside, l'antigène HBC qu'on n'isole pas normalement en routine, et puis les marqueurs indirects, les anticorps anti-HBS, anti-HBC, anti-HBE, etc. Voilà. Mais au point de vue biochimique, vous pouvez avoir également une augmentation de la bilirubine totale à cause de l'atteinte hépatique, les enzymes, les transaminases qui augmentent, les phosphatases alcalines par exemple augmentent, les asates et les alates augmentent également, traduisant un syndrome de cytolyse, et parfois même les facteurs de coagulation parce qu'ils sont produits au niveau du foie, notamment la prothrombine et les facteurs 5 qui peuvent très facilement être perturbés. Mais ça se fait en quelques jours à quelques semaines, et puis ça disparaît. Ça, c'est la phase aiguë. En général, c'est très difficile que, quand tu sens ça, que tu ailles penser à une hépatite. Tu peux penser à malaria et autres, comme toujours dans vos labos. Le microscope lui-même a déjà la goutte positive. Donc, il attend seulement que tu mets la lame. Quand tu mets la lame, il pose ses trophozoïdes là-bas, et toi, tu lis positif. Ça, c'est aussi un microscope d'ici, au Congo en général, à l'intérieur. Donc dans le microscope là, les trophos sont déjà là bien positionnés. Quand tu mets ta lame vierge, paf, il pose ces trophos là-bas, et tu poses trophos, malaria. Et comme on dirait que c'est à la mode, on dirait brillant et rouge à lèvres. Malaria à typhoïde. On dirait brillant et rouge à lèvres. Malaria à typhoïde. Malaria à typhoïde. Jamais typhoïde. Faux, pas de typhoïde. La fièvre typhoïde. On n'a pas de fièvre typhoïde sans avoir une fièvre. Vous avez entendu? La fièvre typhoïde, c'est un sepsis. C'est une septicémie. Oh non, mon cher, tu ne te vois pas, mon cher. Typhoïde, il n'est piga. Et tu vois quelqu'un en train de prendre sa bière tranquillement, c'est faux. C'est pas une fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, c'est une maladie grave. Hein? Ça vous crée ce qu'on appelle les typhos. Vous êtes obligé d'être endormi, vous vous sentez mal, vous avez une prostration. Vous avez manqué. Moi, j'ai déjà fait ça une fois, en 2004. Ça, c'était vrai. Toutes les autres fois, à loisir, je n'ai pas fait. On t'embrouille seulement, pour plaire aux techniciens de labo et un qui a fait l'analyse. OTHTO, c'est faux. Faut oublier ces histoires. Faut même pas donner votre sang pour ça. Vous m'avez compris? L'examen pour la fièvre typhoïde, c'est les hémocultures. D'accord, les 2 premières semaines. À partir de la 3e semaine, vous pouvez faire de la coproculture ou la culture de la bile, ce qui est difficile à faire et autres. À part ça, TO, TH, loisir. Faut oublier, faut même pas demander. Je ne sais même pas qui fabrique ces réactifs. Non, je ne sais pas qui fabrique parce que c'est des choses qui ont été abandonnées depuis 10 ans. Depuis 2010, c'est des choses qui ne se font plus. Mais chaque jour, on fabrique ces réactifs là-bas. Non, mon vital. 1 sur 360, 1 sur 320, 1 sur 160. Faux et archi-faux. Par expérience, allez tel que vous êtes là-bas. Tel que vous êtes là. Prélevez. Demandez, non, mais je ne me sens pas bien, tout ça, ça peut être... Faites-moi le Widal. Vous verrez que votre Widal là aura toujours des chiffres. Il sera toujours positif. Et ça, je vous demande. Moi, je suis médecin biologiste. Allez simplement même dans un labo, même là où vous travaillez vous-même. Tu dis, prélève-moi le sang, je ne me sens pas bien. Faites-moi le Widal. Tu verras 1 sur 160, 1 sur 80, 1 sur 320. Vous allez vous retrouver que vous étiez déjà positif. Et bien bon. Voilà.
Alors, les méthodes diagnostiques, vous pouvez faire des ELISA. D'accord? C'est très important. Les ELISA peuvent vous aider à détecter la présence. ELISA, ça peut être direct ou indirect. Hein? ELISA, vous détectez soit les antigènes, soit les anticorps. Vous pouvez faire la PCR pour détecter l'ARN viral. Et puis, bien sûr, la charge virale pour quantifier les virus. Ici, on fait la charge virale pour les hépatites B, pour les hépatites C, pour les VIH. Donc, quand vous avez des gens qui souffrent d'hépatite B et C, vous pouvez venir ici, on fait la charge virale, on quantifie combien de virus vous avez par microlitre de sang, combien de copies, ensuite on vous met sous traitement. Et vous pouvez bien sûr faire le séquençage. Alors, ce qui est en rose, ne l'écrivez pas, je vais l'expliquer. Mais là, vous allez maintenant me suivre et vous allez arrêter vos notes, c'est tout. Vous avez l'unique chance de votre vie. Que quelqu'un vous enseigne comment on interprète ces marqueurs des hépatites B pour des vrais, quelqu'un qui connaît. Pas un bougnoul. Vous avez une chance dans votre vie pour une fois qu'on vous explique ça correctement. Alors, si on finit de vous expliquer, chacun va écrire ce qu'il a compris. Voilà. Mais à l'examen, je vous demanderai toujours ça. Voilà. Déposez, n'écrivez rien. Ici, il s'agit d'une infection aiguë au virus de l'hépatite B. C'est même ici? Ouais, c'est pareil. Ouais, je préfère ça. C'est une infection aiguë au virus de l'hépatite B. D'accord? Ici, c'est la charge virale. Ici, c'est le nombre, la durée en semaine. Ici, on suppose que c'est la période d'incubation qui peut aller jusqu'à 3 mois. D'accord? 3 mois, 4 mois, jusqu'à 12 semaines. Ça peut aller. Et puis, vous commencez les symptômes. Ça, c'est dans l'hépatite aiguë. Et ça, c'est en semaine. Quand vous faites une hépatite B aiguë, le premier marqueur qui apparaît, c'est l'antigène HBS. D'accord? C'est le premier marqueur qui apparaît. Au tout début de la maladie, déjà, il apparaît. La concentration est faible. Plus le temps avance, plus la charge virale augmente jusqu'à atteindre le pic et va commencer à baisser jusqu'à à peu près pendant 6 semaines. Vous allez la voir. C'est le premier marqueur qui apparaît. L'antigène HBS. Voilà, l'antigène qui cible la protéine S sur l'enveloppe. Une fois que l'antigène HBS apparaît, si c'est dans les formes réplicatives, c'est l'antigène HBE qui apparaît. L'antigène HBE est là. L'antigène HBE apparaît là. D'accord? L'antigène HBE n'apparaît jamais. Vous m'avez entendu? N'apparaît jamais en absence d'antigène HBS. Donc, si vous voyez l'antigène HBE, sachez que l'antigène HBS est déjà positif, existe. Au cas où vous n'avez pas assez de moyens, etc., ou assez de kits, quand une personne a l'antigène HBE présent, sachez que l'antigène HBS est présent, il est présent. Parce que l'antigène HBE n'apparaît qu'en présence de l'antigène HBS. Et il arrête d'apparaître alors que l'antigène HBS est encore là. D'accord? Vous voyez? Là. Au moment où l'antigène HBE se met à apparaître, l'ADN viral, d'accord, de l'hépatite B est toujours présent. L'ADN apparaît aussi directement dans le sang, les particules virales, etc. L'ADN viral est également présent. Mais l'ADN peut continuer à apparaître même en dehors. Mais l'antigène HBE, obligatoirement là. Et jamais en absence de l'antigène HBS. Vous aurez des questions comme ça à l'examen. Et vous retiendrez bien ces schémas. Comme ça, vous saurez interpréter les tests hépatiques. D'accord? Quand ils viennent. C'est très important. Pour ce qui est des... Ça, c'est la phase aiguë. Dans la phase aiguë, l'antigène HBS finit par baisser après 24 semaines. D'accord? Il finit par baisser. Et quand l'antigène HBS baisse, ce n'est qu'à ce moment-là, en général, que l'anticorps anti-HBS prendra les relais un peu plus tard. D'accord?
Aussi longtemps que l'antigène HBS est présent, il est rare, difficile de voir l'anticorps anti-HBS apparaître. D'accord? Ce que vous devez retenir, c'est ceci. Le tout premier anticorps qui apparaît dans une personne qui est infectée, c'est l'anticorps anti-HBC, dont l'antigène ne se trouve jamais dans le sang. Pourquoi? L'antigène HBC est à l'intérieur de la particule virale, dans le corps du virus, dans la particule virale. Voilà pourquoi dans le sang, on ne les recherche pas. Vous verrez dans les examens, on écrit toujours l'antigène HBS et son anticorps, l'antigène HBE et son anticorps, et puis l'anticorps anti-HBC. L'antigène, on ne le demande pas. Si un docteur le demande, il demande l'antigène HBC. Tu lui écris, hein? Il faut arrêter d'avoir l'habitude de fuir les cours de virologie. Parce que cet antigène-là, on ne les cherche jamais parce qu'il n'est pas dans les sangs des patients. Il va venir te gronder, mais l'humeur comprendra qu'il avait fui. D'accord? Il va te chasser. Le docteur va te chasser. Il va te chasser. Si c'est de l'hôpital privé, d'accord. Tu ne dis pas ça, tu te protèges. Si c'est l'hôpital de l'État, tu dis que non, cet antigène ne se recherche jamais dans les sangs parce qu'il n'est jamais présent. S'il te suit, tu lui dis c'est moi qui vous ai enseigné ça. Il vient de voir. Je vais lui apprendre. Moi, je suis médecin d'abord. Après, je suis biologiste. Je suis médecin biologiste. Donc, moi, je suis allié de tout le monde. Et de vous, les bougnoles, et les autres bougnoles aussi. Et je comprends quelque chose. Donc, l'antigène HBC, on ne le demande jamais parce que c'est un antigène qui est dans le corps du virus, qui n'est pas libre dans le sang. Si quelqu'un le fait, comprenez que soit le prof des viraux était un faux, ou soit lui était un faux, ou soit et lui et son prof c'était des faux. Le prof lui a enseigné, il a pris. Dans la réalité, mais pour ce qui est de la cinétique des anticorps, sachez que l'anticorps anti-HBC apparaît toujours en premier. C'est lui le premier qui apparaît. D'accord? Première information. Deuxième information, l'anticorps anti-HBE n'apparaît que quand l'antigène HBE arrête, d'accord, d'être sécrété, d'être produit. L'anticorps anti-HBE ne peut apparaître que quand l'antigène HBE a cessé, d'accord, d'apparaître. C'est à ce moment-là que les anticorps anti-HBE apparaissent et resteront. L'antigène HBS aussi n'apparaîtra qu'un peu plus tard, au moment où l'antigène qui a créé sa sécrétion ou sa production a disparu de la circulation sanguine. Vous avez compris? Bon, je n'ai pas besoin que vous compreniez, vous avez vu. Vous avez vu. Voilà. Hein? C'est comme une fille là qui cherchait Marie, elle dit qu'elle n'a pas mari, on lui a juste posé la question. Tu n'as même pas un garçon qui respire juste. Oh, j'en ai. Mais oui, à partir du moment où il respire, prends papa, maman. Oui, allez-y. Bon, voilà, je vais demander si mon observation est juste. C'est-à-dire qu'il y a présence de l'antigène, c'est qu'il n'y a pas d'anticorps jusque-là. Parce que partout là, je vois à l'arrêt de l'antigène, c'est maintenant l'anticorps qui vient. Ah, très bien, ça peut être une belle observation. Très bien, c'est logique. Oui, après. Alors, là on a dit antigène HBC. L'ADN c'est un antigène, bon, on ne le considère pas, peut-être c'est un fragment du virus. Donc c'est diagnostic direct, il est présent. Il n'y a pas d'anticorps. Bon, voilà. La théorie peut toujours avoir des différences. Oui, la question maintenant c'est. Voilà, je voudrais demander si on prenait le virus, hein, qui est in vivo. Est-ce qu'on ne peut pas retrouver l'antigène HBC? Oui, bien sûr. L'antigène HBC, c'est dans la particule virale, le corps. Ce qui fait qu'il faut prendre les virus, les désintégrer pour retirer la capside. Mais dans le sang, c'est un virus enveloppé. La particule d'Edan, c'est un virus enveloppé. Tout ce qu'il y aura en surface, c'est les glycoprotéines, la protéine S, la protéine L, la protéine M et une partie de la capside. Mais l'anticorps, l'antigène du corps, il est un peu plus enfoui. Donc voilà, tu ne vas pas l'avoir. Sauf si tu prends le virus, tu les dépèces, tu les décomposes, oui. Voilà pourquoi on ne les cherche pas. Il n'est pas sécrété, il n'est pas dans le sang à l'air libre en circulation.
en circulation épidémique. Question? Tout le monde a compris l'interprétation. Pardon? Maintenant, ça signifie que quand vous recevez le malade, vous devez être en mesure de le situer. C'est où qu'il se trouve. Est-ce que le malade vous a vu là? Est-ce qu'il vous a vu là? Est-ce qu'il vous a vu là, 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 là ou là? Ça, c'est grâce à ceci que vous pouvez interpréter. Un malade qui vient là, par exemple, à la 28e semaine, il n'y aura plus du tout d'antigène HBS, n'est-ce pas? Vous aurez peut-être l'anticorps anti-HBC, ce qui est vrai. Peut-être l'anticorps anti-HBS ne sera pas encore là, donc pas encore apparu. Mais vous aurez l'anticorps anti-HBE. D'accord? Et vous savez à partir de ce moment que la phase d'infectivité est déjà passée, parce que je vais vous dire, c'est l'antigène HBE, d'accord, qui est le marqueur d'infectivité du virus. Quand la personne a l'antigène HBE, ça signifie qu'il est ultra contagieux. C'est dans ces cas qu'on dit à Lingala tout la zaza. Fuyez, fuir. Quand quelqu'un a un antigène HBE positif, même dans votre échantillon au laboratoire, il faut prendre toutes les précautions. Normalement, vous pouvez pas travailler au laboratoire sans être vacciné contre l'hépatite C, l'hépatite B. C, il n'y a pas de vaccin. C'est très important. Donc, l'antigène HBE, c'est celui qui traduit la contagiosité, l'infectivité. L'antigène HBS, oui, il traduit la présence du virus. Mais quand le virus se met à se répliquer, c'est l'antigène HBE qu'il faut rechercher. Quand il est présent, ça signifie que le virus est en train de se répliquer. Et c'est là que la personne devient très contagieuse. Ok? Voilà. Oui. Dernière question. Oui. Oui, quand on fait maintenant l'examen de l'hépatite B, il y a des labos trop moindres là, à partir des bandelettes là. Maintenant, à quel moment on peut à quel moment ça peut être positiver? Parce qu'on ne cherche que la positivité ou non alors? De quoi? Je cherche positivité de quoi? Des anticorps de l'hépatite. On cherche les anticorps ou on cherche les antigènes? Ce n'est pas précis ta question. En général, je sais qu'au labo, même au centre de transfusion, ils font des bandelettes pour chercher l'antigène HBS. C'est tout ce qu'ils recherchent. Voilà. C'est tout ce qu'ils recherchent. Peut-être l'anticorps, mais c'est rare. Jamais vu ça. Tu vois, ces antigènes. Mais par ELISA, quand vous faites les ELISA, vous pouvez avoir les anticorps, les antigènes. Tout ça, vous pouvez rechercher. Tous ces marqueurs-là, vous pouvez rechercher par les ELISA. C'est plus facile. Et vous, quand vous recevez, vous devez savoir, en fonction de votre courbe, la personne peut être ici. Le fait de ne pas avoir l'antigène HBS, ça signifie pas que la personne n'est pas la maladie. Il faut voir s'il n'a pas d'autres anticorps qui sont produits. S'ils sont produits tels que l'antigène HBE à la 28e semaine, vous direz que la personne avait déjà commencé sa maladie, l'antigène HBS avait déjà été produit et maintenant il ne produit plus. L'antigène HBS avait été produit, puis l'antigène HBE qui vient toujours après avait également été produit, il ne se produit plus. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand l'antigène HBE est présent, l'anticorps anti-HBE est présent, ça signifie que la personne est moins contagieuse ou pas du tout contagieuse, d'accord? Pourquoi? Parce que la réplication virale a été inhibée par la présence de ces anticorps. Ça, c'est le cas d'hépatite aiguë. Tout le monde a vu, compris, c'est clair. Donc, même pas de questions. Ça, c'est la même carte que j'essaie de reprendre. Et pour ce qui est de l'hépatite chronique, dans l'hépatite chronique, la période d'incubation reste la même, mais l'hépatite chronique s'évalue en année. Ce n'est plus seulement en semaine, mais ça reste très longtemps. Qu'est-ce que vous devez retenir? L'antigène HBS reste toujours le premier antigène qui apparaît. Mais dans la chronicité, dans l'hépatite chronique, l'antigène HBS va être sécrété toute la vie. Vous avez compris? L'antigène HBS reste sécrété toute la vie s'il n'y a pas de traitement. Voilà. C'est ça l'hépatite chronique. L'antigène HBS est toujours produit de manière chronique. Donc l'anticorps. Papa, il n'y a pas de donc. Quel donc? Ici, vous avez vu dans l'hépatite aiguë, l'antigène HBS, après la 24e semaine, autour de la 24e semaine, il disparaît. D'accord? Ça, c'est dans l'hépatite aiguë. Dans l'hépatite chronique, l'antigène HBS est toujours sécrété, il n'y a pas de donc. Quel donc? C'est clair? Voilà. Ce qui fait que
En présence de l'antigène HBS, quel autre antigène est sécrété? HBE. Voilà, ce qui fait que logiquement l'antigène HBE aussi sera sécrété pendant des années. Ce qui fait que vous serez contagieux pendant des années. Et c'est même après beaucoup d'années que si vous avez la chance, vous pouvez produire l'anticorps anti-HBE. Sinon, si vous n'avez pas de chance, vous ne ferez que sécréter et contaminer les gens. Maintenant, si vous êtes papa chéri, distributeur de chéri, voilà ce que vous allez donner à tout le monde l'hépatite. En grande quantité, à votre famille, à vos enfants. Et surtout si vous êtes une grande sœur comme Dorobo, Missouri, vous allez faire les trucs des ongles, les manicures, vous payez pour votre petite sœur, on le fait chez elle, chez vous. Bref, vous irez jusque là. C'est clair? Ça signifie aussi que l'anticorps anti-HBC qui apparaît quelques jours simplement ou quelques temps après l'antigène HBS, qui est le premier anticorps à apparaître, lui aussi, il apparaîtra et il restera jusqu'à... Il sera toujours là. Moralité, l'anticorps anti-HBS ne sera jamais présent chez cette personne. Parce qu'il apparaît des semaines après que cet antigène ait disparu. Comme cet antigène ne disparaît pas, son anticorps à lui ne va pas disparaître. Celui-ci il est toujours présent parce que son antigène HBC est dans le corps du virus, on ne peut pas le chercher, il restera. Dans ces cas, l'ADN viral aussi sera toujours présent, ce qui fait que la personne reste toujours contagieuse. D'accord? Et maintenant, la personne vient de vous voir, aujourd'hui on est le quantième, le 3 août. Le 3 août 2023, l'antigène HBS est positif. Je dis d'accord, on va évaluer peut-être dans 6 mois, d'accord, pour voir comment est-ce que l'antigène évolue. Dans 6 mois, au mois de mars 2024, l'antigène HBS est toujours positif. Ça fait déjà 6 mois que vous devez commencer à vous poser des questions s'il ne passe pas par la publicité. Vous demandez également l'antigène HBE après 6 mois qui est toujours positif. D'accord? Sachez déjà dans votre tête qu'il fait une hépatite chronique. Beaucoup de malchance de faire un cancer du foie. Ok? Voilà. Vous devez savoir interpréter, orienter vers les cliniciens et quand les médecins viennent discuter, comme vous avez appris la vraie virologie, vous allez discuter avec les médecins. Non, docteur, c'est cinétique ici, c'est comme ceci, c'est là, c'est que nous on a appris. Non, mon dit, tu veux m'apprendre l'hépatite, toi tu es qui? Je suis biologiste médical. Non, mais oui, j'ai dit oui, j'ai été enseigné par un vrai virologue et voici ce qu'il m'a enseigné. Tu lui montres, tu lui dessines ses courbes, mais pour l'énerver dans la tête. Il revient 6 mois, 8 mois après, l'antigène HBS est positif. Naturellement, l'antigène HBE est positif. Vous recherchez seulement un anticorps. L'anticorps anti-HBC positif, hépatite chronique. Commencez à lui conseiller le traitement. D'accord? Le traitement, on va voir. C'est ça qu'il faut lui conseiller. Pas beaucoup d'embrouillement, pas beaucoup d'explications. C'est clair, non? Mais là, vous savez comment on interprète les tests. Le traitement, d'abord, c'est la vaccination qu'il faut prendre. Tout personnel médical, d'une manière ou d'une autre, tu es en contact avec les fils biologiques, il faut se faire vacciner contre l'hépatite B, c'est obligatoire. Dans les vaccins, on vous donne en fait l'antigène HBS purifié. D'accord? Voilà. Et c'est là que vous allez produire les anticorps contre les anticorps anti-HBS. Voilà. Mais il faut, en général, nous on ne le fait pas ici. Il faut doser ces anticorps, avoir les titres, la concentration de ces anticorps. Par exemple, si vous avez 10 exposants de plus de 10 unités internationales par litre, on peut considérer comme étant les seuils protecteurs. Mais déjà, c'est bien de vous faire vacciner. Je crois que ça se fait en 3 doses. Voilà. C'est obligatoire pour le personnel des soins. Les nouveaux nés des mères qui sont porteuses d'antigène HBS, vous avez l'antigène HBS pendant la grossesse, votre enfant naît automatiquement vaccin contre l'hépatite B, sans discuter, sans réfléchir. Les personnes qui vivent avec les personnes qui sont déjà infectées, d'accord? Obligatoirement, vous aussi, vous devez. C'est très important. Les amines aussi, vous devez les vacciner. Les sujets, plusieurs partenaires sexuels, les partenaires sexuels multiples, les filles turbulentes, pas nécessairement toi, mais les gens qui sont comme toi.
Hein, les gens qui ont beaucoup de chéris et autres, pour te protéger toi-même, d'accord? Les fois, ça ne se soigne pas, c'est compliqué. Hein? Vous devez prendre les vaccins. Donc, toutes les personnes, les professionnels des sexes, etc. À l'étranger, en Europe et aux États-Unis, c'est maintenant un métier. Bonjour, vous faites quoi? Je suis professionnel des sexes, je suis prostituée. C'est légal, c'est officiel, et voilà, il se présente, une belle prostituée. Voilà, c'est officiel. Profession, on écrit sur son passeport, prostituée. Voilà. Oui, c'est pas une blague. Oui, ça existe. Oui, le fier, bien sûr, c'est un travail. Toi, tu peux faire ça. Il veut vous raconter une histoire. Une fois, il y a une fille là qui était prostituée, que je connaissais dans mon quartier. Alors, ils se sont disputés avec sa copine. Sa copine était en train de l'insulter. Yozandumba et tout ça. Et il a répondu, tu crois que si je te donne mon vagin ici, que tu prennes 20 tonnes par chaque nuit, toi tu sauras. Tu vas mourir, non? Alors, tu crois que c'est un travail facile? Et la fille qui a insulté s'est tuée directement. Il a dit, tu as raison, je ne saurais pas. Donc, c'est pas toujours facile. Hein? Voilà. Les toxicomanes, les personnes qui voyagent en zone d'endémie. Bon, nous, on est déjà dans zone d'endémie, donc on doit se faire vacciner, etc. L'autre moyen de prévention, c'est bien sûr la sécurité transfusionnelle. C'est ce qu'on fait à la banque du sang, on teste les échantillons, etc. Mais bon, voilà. C'est pas assez suffisant. Parfois, ils utilisent des tests rapides. C'est déjà bien pour limiter les dégâts, mais ils ne détectent pas l'ADN viral. Donc, l'idéal pour une banque de sang, c'est de faire des PCR. D'accord? Pour les hépatites B, pour les hépatites C, pour la syphilis, pour le VIH. Parfois, pour le VIH, comme chez Dr Louisa, là-bas, elle recherche l'antigène P24 avec l'architecte qui est une PCR automatisée, c'est bon. Mais par contre, pour les autres, les hépatites, etc., bon, ils détectent que les antigènes. Mais voilà. C'est toujours pas sûr. Mais ça sauve au point de vue. Mais ça tue aussi d'autres. Voilà. Vos tests rapides ne peuvent détecter que quand ces anticorps sont en concentration, les antigènes sont en concentration suffisante, tous les anticorps pour être détectés, mais les particules virales ne sont pas du tout détectées. Même quand on dit que le sang là est qualifié, il est bon, c'est vrai, il est qualifié, peut-être pour le VIH, pour l'hépatite B, l'hépatite C, pas qualifié, pas qualifié. Syphilis, bon d'accord, on s'en fiche. Donc c'est très important. Et quand vous serez un jour ministre, vous conseillez d'Excellence Mwindo Nzangi, donnez-lui les gens des conseils d'excellence. Pour le sang, par exemple, tel qu'on fait, on protège seulement contre ceci et cela. Mais en réalité, il y a des choses contre lesquelles on ne protège pas. Il y a d'autres virus qu'on ne cherche pas. Il faut également. Hein? Écoute, épaisse. Pas de, tu es à côté de l'Excellence Mwindo Nzangi. Première chose, Jeep Prado. Bon, ils sont là. Alors, sécurité transfusionnelle. Les mesures générales, utilisation des préservatifs, masculin tout comme féminin. Bain, tu as déjà vu les préservatifs féminins? Tu n'as jamais vu? Ah, il faut demander de voir. Moi j'ai vu pour la première fois, j'ai failli fuir. J'ai amené ça à la maison, maintenant j'arrive avec à la maison. Mais si on me demande, ça vient faire quoi ici, je vais dire quoi? J'ai cherché l'explication pendant 20 minutes, l'explication je vais dire, j'ai mis ça dans mon sac. C'est dans mon sac. Puis après je sors, et puis je le mets dans mon sac. Voilà. Interdire le partage d'objets tranchants et piquants. Les brosses à dents aussi, pour l'hépatite B. D'accord? Parce qu'il y en a dans la salive. Et il faut porter les équipements de protection individuelle selon les cas. Quand vous manipulez les échantillons, les gants, les masques et les blouses. Vous, arrêtez d'écrire. Je vous mets en garde. Je vous interdis. Ces blagues-là des techniciens des hôpitaux généraux, hein? Quelqu'un avec une blouse, on l'appelle d'abord docteur, blouse manche longue. Il sort avec un tube d'échantillon de sang. Avec la main du gant, la main gantée, l'autre main libre au téléphone. Allô, tout ça. Il faut éviter ça. Hein? Il faut être sérieux. Au lieu d'avoir une main de gant, d'accord? Autant mieux ne pas porter les gants. C'est encore plus dangereux d'avoir qu'un seul gant à main, l'autre n'est pas en avoir, que de ne pas du tout avoir des gants. Soit vous portez 2 gants, soit vous ne les portez pas du tout. Jamais une seule main de gants. Ne faites jamais ça. C'est encore plus dangereux. Ces gens des comportements là. Le téléphone, allô, il fait la goutte épaisse.
avec le téléphone en main, microscope, il regarde d'un seul œil. Oui, mon cher. Arabi Sony. Mais tu en as. Quoi? Quoi? Bon. C'est là. Et puis, comme tu parles, tu es concentré à ta causerie. La main qui avait les gants, c'est celle-ci. L'autre avait le téléphone. Mais parce qu'après, ça chauffe à l'oreille. Tu changes gentiment sans te rendre compte que tu as changé. Tu continues, tu changes. Un peu plus tard. Ça ne fera rien. Hein. C'est toujours comme ça ne te fera rien. Oui, bien sûr. Si tu as pris la rage, hein, c'est bien de désinfecter. Mais quand est-ce que tu as désinfecté? Après combien de temps? Il ne faut pas faire des choses pareilles au laboratoire. Si vous venez ici chez nous, quand on vous apprend la biosécurité, normalement, le téléphone ne peut pas entrer au laboratoire. Quand vous les manipulez, vous voyez les téléphones à la paillasse, les chargeurs en bas. Des fois même ici, les gens font. Tu viens, tu parles, tu leur dis ce qui est bon. Après tout, vous rentrez avec votre téléphone chez vous seul. Et votre enfant monte sur vos genoux, il joue avec votre téléphone, vous mettez Piwi sur le téléphone. Vous-même, vous le faites pour vos enfants. Donc vous les infectez vous-même. Moi, je vais parler, tu as dit que le directeur, là, il est méchant, parfois, il exagère. Mais la santé de tes enfants, il s'exagère aussi, c'est ton... Il ne faut jamais faire ça. Là, je connais quelqu'un, là, au CPN à l'époque, moi, j'ai travaillé 6 ans à la maternité. En plein dans les vagins d'autrui, il est en train de faire une consultation avec une femme enceinte. Les téléphones sont... Allô, oui, mon cher. Comment? Oui, quoi? Oui, Non, l'adresse a changé. Tu vois, quand tu es dans le rond-point, tu vas vers la gauche. Oui, là, au milieu, là. Il fait ça dans les vagins d'autrui. Non, on sait que tu es ma tabouret. Oui, mais là, vers la gauche, il y a une petite. Et en faisant ça, sa main était dans le vagin et il faisait se toucher là violemment. C'était un placenta prévia. Placenta prévia, on ne fait pas de toucher. Et en faisant ça, la femme a commencé à saigner. Il fallait opérer directement. Et puis, poup, hey, docteur, j'ai mal. Il les sent. Ah non, mon cher, je te rappelle, les sent. Panique. On a dit, tu avais le résultat d'échographie, c'est un placenta prévia. Ça, c'est une faute grave. Pourquoi est-ce que tu as fait les toucher? Parce que là, les placentas prévia, on ne fait pas les toucher. Sauf si tu es expert. Et tu dois les faire en salle d'op et savoir ce que tu vas faire. Il était distrait, il était au téléphone. Et les infirmières ont dit, mais il était au téléphone, il parlait, on lui donnait des rendez-vous du rond-point là. Maintenant, au rond-point là, c'est vrai qu'il a touché. Voilà. Donc, j'interpelle votre conscience. C'est amusant, hein, parce que c'est dans l'auditoire. Mais si c'est votre épouse, avec ça, elle saigne, il n'y a pas de sang, elle meurt, tu te souviendras que avoir mal appris un cours, une leçon, peut être fatal pour quelqu'un. C'est comme ce qu'on apprend avec les hépatites. C'est des choses qui, hein, c'est 100 fois plus contagieux, c'est en théorie, c'est quand on rit. Hein. Mais si tu as mal fait les choses et que tu t'es contaminé, tu te souviendras du prof de Viro. Ah, il nous avait dit ce type-là. Hein. Là, à l'époque, le nom du prof est déjà parti. Ce qui reste, c'est ce type. Les types là, c'est... Les types, où les... Voilà, c'est tout ça. Là, on perd même nos noms, on devient des types. Les types là... Voilà. Nous, les types là, bon, il n'y a pas de souci. Donc, c'est des choses... Il n'existe pas de traitement spécifique. Hein. Il y a plusieurs projets de traitement, mais il existe des traitements actuellement que l'on donne, ça a des bons résultats. Mais on ne va pas dire que dès qu'on donne les traitements, la personne est guérie à 100%. Voilà pourquoi on dit, voilà, traitement spécifique. Peut-être que je vais changer cette phrase-là. Bon, n'écrivez pas ça. Je vais carrément changer parce que je vais vous proposer des schémas thérapeutiques. Voilà. Je voudrais demander. Oui. Est-ce que l'infection à l'hépatite peut faire à ce qu'on fasse les greffes du foie? Pas l'infection à l'hépatite. La conséquence de ça, c'est que si vous faites une cirrhose du foie, maintenant, là, il faut obligatoirement une greffe du foie. Parce que le foie, les cellules du foie ne se renouvellent pas. Quand elles fibrosent, elles deviennent dures là-bas, c'est fini, c'est parti. Et si ça prend 50-60%, bon, vous irez rencontrer le Seigneur contre votre gré. Souvent, les gens n'aiment pas les rencontrer. Hein? Les gens aiment Dieu là, mais de loin. Là, Dieu dit, oh non, Dieu dit, maintenant viens, on va habiter au ciel. Dieu, c'est mieux là-bas, moi j'aime bien ici sur la terre, j'aime bien les lacs, c'est quand même beau, mais je reste quand même ton enfant. N'est-ce pas?
Qui est-ce que si on dit que non, que Dieu l'appelle, qu'il parte aujourd'hui, il va partir, tout le monde va refuser. Non, j'aime bien Dieu, mais je l'aime bien ici, voilà, c'est bon. Et tout proche de lui là-bas, non, les anges c'est mieux. Voilà, c'est ça. Quand vous faites une hépatite chronique, vous voyez quelqu'un, ce que je vous ai dit, 6 mois, 8 mois après, c'est une hépatite chronique. Mettez-les sous traitement. Le but du traitement sera de réduire la charge virale jusqu'à ce que le virus, l'ADN viral ne soit pas détectable dans le sang. Deuxième chose, vous pouvez maintenant voir la réponse sérologique qui doit entraîner normalement une disparition de l'antigène HBE qui traduit la contagiosité, la réplication et l'apparition de son anticorps correspondant. Et puis bien sûr les transaminases et autres vont se normaliser. Et bien sûr, vous pouvez aussi faire une réponse histologique. Bon, on les fait de moins en moins. On préfère l'échographie parce que l'histologie est invasive. Il faut faire une biopsie. Il faut encore aller piquer sur les foies, prendre quelques cellules. C'est invasif. On préfère. Le but du traitement, je vais corriger ça, hein, c'est réduire la charge virale pour qu'il ne soit plus détectable, avoir une bonne réponse sérologique. Ça veut dire que l'antigène HBE doit disparaître, l'anticorps apparaître, et puis normalisation des transaminases. Et puis vous pouvez faire, c'est mieux l'échographie. Hein. L'histologie c'est difficile, il faut faire une biopsie, il faut encore blesser ces foies-là qui a déjà des problèmes, ce n'est pas intéressant. Voilà. Pour ce qui est des traitements, on a 2 types de traitements. On a les traitements antiviraux pour l'hépatite B chronique, notamment les inhibiteurs de la polymérase et puis les analogues nucléotidiques. D'accord? En général, ces médicaments agissent un peu comme... ils ont le même mécanisme que les antirétroviraux qu'on utilise pour le VIH. C'est pas grave, je vais essayer de faire un schéma ici. Voilà, c'est plus gentil. Voilà. Donc, juste actuellement, les médicaments qui sont approuvés, vous avez l'interféron. On donne l'interféron alpha ou alors l'interféron pégylé alpha 2A, le Pégasis, en combinaison, d'accord, avec les antiviraux, soit les inhibiteurs nucléosidiques ou les analogues, nucléosidiques ou nucléotidiques, par exemple la lamivudine. La lamivudine est également donnée dans le VIH, c'est un antirétroviral. Vous pouvez prendre l'entecavir, vous pouvez prendre le tenofovir qui est également donné dans le VIH, etc. Et ces médicaments ont une action antivirale directe, ils détruisent directement le virus, hein, une bonne partie du virus, parce qu'ils empêchent sa réplication et le détruisent. Et ici, vous avez une combinaison entre les antiviraux et les immunomodulateurs, et ça aussi, ça peut aider. Mais c'est un traitement très long. Vous pouvez prendre ces médicaments pendant 2 ans pour obtenir la négativation de la charge virale. 2 ans, chaque jour, tu les prends. Alors, choisissez entre les bisous chaque jour, les sexes chaque jour et les médicaments chaque jour. Bon, les médicaments, c'est plus facile à prendre. Les bisous, je ne peux pas quand même rater, n'est-ce pas? Oui, est-ce qu'il y a des questions? Non? D'accord. Virus et hépatite C. Madame, bienvenue. Vous étiez au match aussi. Ah, Dongo aussi parle, hein? On ne dirait pas. Hein? J'en ai déjà parlé. Le virus hépatite C appartient à la famille des Flaviviridae, genre hépacivirus. C'est un petit virus à ARN, donc Baltimore groupe 4, d'accord? Qu'il a une capside, voilà, etc., avec tous les autres détails. J'aimais plutôt les schémas, c'est ça qui vous intéresse, parce que vous allez commencer à écrire tout ça pour rien, vous n'allez même pas retenir. Alors je vous épargne. C'est quoi? Voilà. Voici la taxonomie. Groupe 4 de Baltimore. Famille Flaviviridae. Les fièvres qui causent des jaunisses, des ictères. Ce groupe-là. Il y a plusieurs genres. Flavivirus, Hepacivirus, Pégivirus, Pestivirus. Dans les groupes des Hepacivirus, nous avons l'hépatite C. Dans le groupe des flavivirus, nous avons les virus de la fièvre jaune, les virus de la dengue, et puis nous avons d'autres encore. Voilà, qui sont là-bas. Et voici la présentation des virus avec les dimères, les protéines de surface. Ce sont les dimères. Vous avez vu vraiment comme des vrais bigoudis. Là, c'est très beau. D'accord? Vraiment des vrais bigoudis. Et vous avez l'enveloppe qui est là, c'est un virus enveloppé avec des protéines, les E1 et les E2. Et la capside est en vert avec un ARN
simple brun à polarité positive. Très beau, très clean à voir. Mais très vilain virus. Voilà les génomes du virus. En vert, ce sont les gènes structuraux, les gènes qui interviennent dans la formation de la structure de la particule virale, la capside. Et en bleu, les gènes non structuraux, ça veut dire que les protéines fonctionnelles, etc., avec les différentes fonctions. Au final, la partie en vert, les gènes structuraux, nous avons par exemple le gène C, qui produit la capside que vous avez vu. Le E1 et le E2, ils produisent les glycoprotéines de l'enveloppe. Et le gène P7 qui produit en fait le canal ionique. Après, il y a les autres gènes qui en réalité produisent les autres protéines fonctionnelles, d'accord, telles que la cystéine protéase, l'ARN polymérase et d'autres enzymes, les licases, les NATPases, etc. Voilà, ça forme ces génomes. Ça, c'est dans les génomes du virus. Mais l'enveloppe qu'il va porter, là, il prendra tranquillement, il ne synthétise pas pour ça. Il s'arrange pour les choses qui les concernent lui. Allez-y. Le virus se réplique essentiellement dans les hépatocytes. D'accord? Il se réplique dans les hépatocytes. Je vais passer cette dia pour mettre les images. Hein. Voilà, j'ai mis cette image. La partie virale est captée par un récepteur et il y a une endocytose par laquelle le virus entre dans la cellule. Une fois qu'il entre dans la cellule, la particule virale subit une décapsidation pour libérer l'ARN. Souvenez-vous, Baltimore Group 4, ARN papa chéri. Dès qu'il est libéré, les ribosomes s'attachent à lui, production d'ARN messager rapide. Et après, voilà, il n'a même pas besoin d'ARN polymérase, ARN dépendante parce qu'il se comporte comme tel. Alors la réplicase directement reproduit l'ARN messager et l'ARN génomique. L'ARN génomique est reproduit. Ensuite, voilà, les autres protéines sont sécrétées, etc. Il passe par le réticulum endoplasmique. Il prend son enveloppe là, au niveau du réticulum endoplasmique en bleu. Particules matures, il s'en va, tac. Voilà. Baltimore Group 4, fonctionnement normal, c'est ça qui arrive pour les virus et l'hépatite. C'est pour ça que j'ai pris tout mon temps à vous enseigner la virose générale. C'est pour qu'en virus spécial, quand je vous dis celui-ci se réplique comme Baltimore Group 4, je vous donne les détails. S'il y a des exceptions, je vous dirais qu'il y avait des exceptions. Par exemple, les particules d'édan, il y avait d'autres particules microfilamenteuses, etc. Ce n'est pas compliqué. D'autres encore. Voilà. Ici, la particule virale qui est bien capturée, elle entre dans un vésicule. Ensuite, elle subit une décapsidation et libère les génomes. Le génome qui est là, il subit la réplication. La réplication, il entre dans l'appareil, dans le réticulum endoplasmique. La traduction des protéines, les protéines sont produites aussi dans le réticulum endoplasmique et ailleurs. Ensuite, il y a assemblage du virus dans le réticulum endoplasmique. Et il prend l'enveloppe du réticulum endoplasmique de l'hépatocyte. Et avec ça, il va bourgeonner, il va sortir en laissant cette enveloppe. Voilà. Easy tout ça. Diversité génétique, c'est clair, c'est un virus à ARN. Donc, il y a une réplication. C'est un virus à ARN. Merci. Donc, beaucoup d'erreurs génétiques. La réplication commet beaucoup d'erreurs, notamment les erreurs de transcription qui sont liées à l'ARN polymérase. Et ce qui fait que l'absence des mécanismes de proofreading, d'épissage, va faire qu'on ait beaucoup de mutations. Et le virus et l'hépatite C, c'est également comme le VIH, un peu plus que le VIH. Quand vous êtes infecté, tous les jours, vous produisez 1000 milliards de particules virales. Chaque jour, tu produis 1000 milliards de virus. Ce qui fait que dans ton sang, là, si on te transfuse même avec une goutte, tu as déjà l'hépatite C. Donc c'est un virus qui se réplique beaucoup. Voilà. C'est très important. Et il y a plusieurs souches dans le monde, etc. Bon, comme je l'ai mis sur cette image, il y a plusieurs variantes dans le monde. Tous les pays, toutes les régions n'ont pas la même souche qui circule. Ce qui fait que le traitement doit être adapté selon les souches qui circulent. Vous essayez, si ça ne marche pas, ça veut dire que c'est résistant, vous essayez d'autres. Chaque pays, chaque région aura son schéma qui est recommandé selon la diversité génétique des souches qui y circulent. Voilà. Oui.
Oui. Il y a eu très peu d'études. Nous, on a fait une étude sur les hépatites C avec Dr Sabi, mais chez les homosexuels. Alors, je ne sais pas s'il a publié son article. Bon, c'est moi qui devais publier, alors j'ai plus de temps pour ça. Mais il y a eu très peu d'études. Mais on a créé récemment un programme des hépatites. Bon, ça se trouve dans les sacs de quelqu'un, le programme. Le programme se trouve dans les sacs de quelqu'un. Dans son bureau, c'est lui. Alors après, un autre a créé le programme des drépanocytoses. Après, c'est un ami à moi, il est au Canada. Donc au Congo, c'est comme ça. Quand tu es fauché, tu crées un programme. Ton programme de lutte contre les essais, c'est les bureaux, c'est où ils n'ont pas de bureaux. Tu les cherches en ville, coordonnées, où est-ce qu'on peut te voir physiquement, on ne les voit pas. Vous voyez toujours au restaurant. C'est comme les célibataires garçons quand ils n'ont pas de maison. T'invites toujours au restaurant. Il faut vous méfier, hein, des garçons qui les invitent toujours au restaurant. Chaque jour, restaurant. Tu travailles? Non, je ne travaille pas. Mais comment il a l'argent du restaurant? Bon. Voilà. Le VIH existe un peu partout dans le monde, hein, et c'est la cause majeure des hépatites dans le monde. C'est même plus que les virus hépatite C, excusez-moi. C'est la cause majeure des hépatites, c'est même plus que le virus hépatite B. Alors, les régions où il y a une forte prévalence de l'hépatite C, cette fois-là, c'est la Méditerranée orientale. Donc, les pays qui sont dans la Méditerranée orientale, c'est entre autres l'Égypte, la Libye, la Turquie, la Chypre, la Grèce, Macédoine, etc. La prévalence est 2,3 à 1,5%. La région moyenne prévalence, c'est le Pacifique occidental, l'Afrique et les Amériques en général. Et la région à faible prévalence, c'est l'Asie du Sud-Est, etc. J'espère que j'aurai une carte. Voilà. Remarquez bien, la région à forte prévalence, c'est la Méditerranée orientale. Cette Méditerranée ici. Donc vous avez la Tunisie, la Libye, l'Égypte. Ici vous avez Israël, le Liban, une partie du nord de la Syrie, la Turquie, qui est la grande partie, l'Arabie Saoudite, Yémen, Dubaï, Afghanistan, Pakistan, etc. Et la corne de l'Afrique ici, Éthiopie, Djibouti et autres. Vous êtes étonnés? J'étais prof de géographie avant. Ça, c'est le Maroc. Voilà. Ça, c'est la région à forte prévalence, à forte endémicité. L'endémicité moyenne, c'est le Pacifique occidental, l'Afrique, les Amériques, c'est moins d'1%. Donc, vous avez toute l'Afrique subsaharienne. Ici, c'est l'Inde. Là, c'est le Bangladesh. La petite île, c'est le Sri Lanka. Là, c'est l'Afghanistan, d'accord? Et une bonne partie de l'Indonésie, Thaïlande, etc. Ça, c'est Pacifique occidental, etc. C'est moyen. Et les zones à faible prévalence, c'est l'Asie du Sud-Est, d'accord? Que vous avez vu sur la carte. Voilà. La transmission du virus de l'hépatite C, contrairement au B, lui, c'est essentiellement par le sang. Rarement, on a décrit les transmissions par le sexe. Sauf, bien sûr, c'est les homosexuels. J'en parlerai quand je parlerai du VIH, peut-être demain. Et ils ont des rapports sexuels par voie anale. Et s'il y a des blessures, d'accord, par l'anus, ça c'est clair, ils peuvent avoir le virus de l'hépatite C. Mais en général, le virus de l'hépatite C, c'est transmis par le sang. Sang, ça signifie transfusion, toxicomanie, drogue, etc. C'est très important. Voilà. La toxicomanie intraveineuse, c'est la première cause de la contamination par le virus de l'hépatite C. Les gens qui partagent des seringues, des aiguilles, etc. pour se droguer. Mais comme l'Africain a peur de se piquer, lui il va se droguer avec la fumée. C'est ainsi que nous on utilise les feuilles. Hein, j'ai jamais compris. Tu prends des feuilles, des herbes qui sont vertes, tu les fermes dans un papier blanc, tu mets une flamme jaune, la fumée sort bleue. Et dans ton cerveau, ça devient noir. C'est parfait, non? Quelle belle combinaison. Hein? Comme l'autre disait, quelle boule systématique. Donc voilà, c'est ça. Belle combinaison. Tu mets des feuilles vertes, etc. Tu emballes ça dans un papier blanc. Ce qui m'énerve, c'est que c'est parfois même le papier d'un cahier, papier duplicateur. Donc, quand il fume, il ne fume pas seulement l'herbe, il fume également le papier duplicateur ou le papier qu'il a mis. Donc, les papiers sont faits sur base de certaines substances chimiques. Et quand ce n'est pas le papier approprié, donc la personne qui fume, à part l'herbe, il fume le papier du cahier, le papier duplicateur ou le papier hygiénique, selon ce qu'il va trouver. Au moins, il fume un papier, parfois même le papier de ciment. Un papier de ciment, tu coupes
les poussettes, et puis après, il met les feuilles dedans. Il ferme, et puis après, voilà. Oui, c'est la chimie. Hein. Dans le cerveau aussi, c'est la chimie. Dommage pour nous, les personnels médicaux, c'est... On voit les péchés des gens à la fin seulement. Quelqu'un fait 20 ans de prostitution, quand il revient avec son hépatite B, maintenant nous on voit seulement les conséquences. Il est malade, il a maigri, il a ceci, on a pitié. Quand il régnait, nous on ne voyait pas, on n'était même pas associés, même pas un bonbon, même pas un cadeau, même pas viens aussi goûter. Non, on n'a pas eu tout ça. À la fin là, maintenant voilà, c'est qu'on donne. Nous, on est seulement obligé de voir comment tu commences à vomir du sang, comment tu maigris, jusqu'à ce que tu vas mourir. Mais quand tu faisais les gars, tu étais seul. Il fallait aussi nous inviter, hein, CP. Les propriétaires des As là-bas. Astel. Bien dans vos mémoires. Astel. Ah, ça c'est ok. Alors, dans la toxicomanie intraveineuse, 2/3 des nouveaux cas de contamination sont dus vraiment à ça. Et il a été même documenté qu'entre 60 et 90% des personnes qui ont une période de toxicomanie de plus d'une année étaient infectées par le virus hépatite C. Donc c'est très important. Souvenez-vous, une personne qui est infectée produit chaque jour 1000 milliards de particules virales. Ce qui fait que même quand il y a une goutte de sang, dans la goutte de sang, il peut y avoir 50 000 particules, 15 000. C'est déjà beaucoup pour vous infecter et provoquer la maladie. Donc, c'est des gestes à proscrire. Mais maintenant, vous, avec votre amour pour vos petites sœurs et autres, vous faites manicure, pédicure, vous passez les instruments, et Dieu vous voit. Satan aussi. Mais il existe d'autres modes de transmission. Par exemple, à l'hôpital, du matériel mal stérilisé. Ça existe, et ça c'est nosocomial, c'est-à-dire c'est dû au personnel médical. La transmission verticale, la mère à l'enfant, ça c'est fait aussi, mais c'est rare quand même, contrairement à l'hépatite B. L'hépatite B c'est fréquent, comme on a vu avec vous, mais pour le C c'est quand même moins fréquent. Mais ça s'est fait uniquement chez les femmes, j'ai mis là-bas chez les femmes qui ont l'ARN positif lors de l'accouchement. Là ça s'est fait. Quand une femme a l'ARN, en fait on fait l'ARN du virus de l'hépatite B dans le sang avant l'accouchement au 3e trimestre, il a une grande probabilité de pouvoir contaminer le nouveau-né. Ce qui fait que, en réalité, le risque de transmission du virus de l'hépatite C, d'accord, est de 5% en absence d'une co-infection avec le VIH. Mais quand vous êtes infecté vous avez une co-infection VIH et hépatite C, vous avez jusqu'à 20 à 30% de malchance d'avoir une infection. Donc c'est comme si le VIH potentialiserait, d'accord, la transmission par la contamination par le virus hépatite C. Voilà. Avec ça, la transmission intrafamiliale est faible, hein, sauf si vous utilisez les objets dont j'ai parlé là-bas, ou alors vous volez les bandes hygiéniques ou les linges des autres pour aller mal les laver, ou bien quand on les a lavés, vous les piquez comme je vous ai expliqué là-bas avec la fille du homme. Dans ces cas-là, vous allez avoir ça gentiment. Au rapport sexuel, c'est quand même rare, mais chez les homosexuels, oui, c'est important à cause des traumatismes et des lésions génitales. Mais quand vous faites des rapports sexuels avec une femme qui a des IST, qui a des infections sexuellement transmissibles, le risque est augmenté à cause des lésions qui existent au niveau génital. Ou alors vous êtes militaire, vous voulez vous venger, même femme en règle, vous prenez pou. Voilà, là c'est votre affaire. Voici ce qui vous explique. Vous vous exposez à voir les particules virales en quantité industrielle à votre pénis. Et ça c'est votre faute. Vous allez gérer ça vous-même. Voilà. La période d'incubation, elle est quand même assez longue. 15 jours c'est court, mais ça peut aller jusqu'à 3 mois, 90 jours. Dans l'autre, on avait dit c'est 30 jusqu'à 120 jours. Voilà. Dans la phase aiguë, elle est asymptomatique dans 10% des cas, alors que dans l'hépatite B, c'est seulement dans 75% des cas qu'elle était asymptomatique. Mais dans l'hépatite C, c'est seulement 10% des cas où c'est asymptomatique. Dans 90% des cas, ça vous donne des symptômes. Donc, celui-ci est encore très méchant. L'ictère va apparaître, donc la jaunisse, entre 2 et 12 semaines, et ça disparaît rapidement. Vous aurez d'autres signes, comme d'habitude pour les virus. Hein.
asthénie, douleurs musculaires, les lésions de grattage, la fatigue, etc. Mais si ça s'exacerbe, vous pouvez avoir les signes de cirrhose, le foie qui augmente de volume ou une insuffisance hépatocellulaire, selon les cas. Là aussi, les bilans hépatiques peuvent être perturbés, les transaminases augmentent, les gamma-GT, les bilirubines, etc. Les facteurs de coagulation, comme on a vu, ça peut être également perturbé. Et lorsque vous faites l'hémogramme, vous avez beaucoup de globules blancs, parfois même une leuconétropénie ou une thrombopénie selon les cas. Au début, c'est assez indistinct, sauf si on regarde, on voit une perturbation des transaminases. Là, quelqu'un peut penser, et des autres enzymes hépatiques. Là, quelqu'un peut directement penser au foie. Mais quand vous faites seulement asthénie, fièvre, ictère, jaunisse, c'est plusieurs virus qui vous donnent ça. Voilà pourquoi on les appelle en général les flaviviridés. Ça peut être dengue, ça peut être Zika, ça peut être... Oh, je ne vous ai pas enseigné ça. Bon, je ne vais pas tout vous enseigner. On va choisir. Les explorations, comme on a vu au laboratoire, les ELISA, la PCR, vous pouvez détecter l'ARN viral, quantifier et avoir la charge virale, etc. Et sachez que l'ARN viral apparaît très tôt dans les cas des hépatites. Ça apparaît entre 7 et 21 jours après contamination. Ensuite, les transaminases augmentent jusqu'à 10 fois plus que la normale, mais c'est là à partir du 15e jour. Et cela peut persister jusqu'à 4 semaines. Les anticorps vont rester plus longtemps. Dans les cas de l'hépatite C, dans 75 à 90% des cas, vous avez un risque de passage vers la chronicité. Passage vers une hépatite chronique. L'hépatite B, vous avez vu tout ce que ça fait, mais le risque est quand même faible, c'est moins de 20%. Mais l'hépatite C, les risques de faire une infection chronique, une hépatite chronique, est entre 75 et 90%. Donc c'est un sale virus qu'il ne faut pas avoir. Et surtout, il ne faut pas chercher. D'accord? C'est important pour vous. Voilà. Enzyme linked Immunosorbent. Sorbent. Immunosorbent. C'est une abréviation. Donc vous pouvez faire les ELISA pour rechercher les anticorps le virus hépatite ou alors les les antigènes. ça sera Le virus lui-même. Soit alors vous faites la PCR pour détecter directement l'ARN viral. Pardon? Immuno, quoi. Quand j'ai parlé, tu étais où? Non, j'ai compris. Oui, toi tu comprends toujours. Faut changer les cheveux, tu vois. Immunosorbent. Immunosorbent AC. 2S. Enzyme linked Immunosorbent. assay. Donc si vous n'avez Bon, je ne ferai pas les TP pas en immunosérologie. La chef des ELISA, c'est celle qui vient de... C'est la patronne du service d'immunosérologie, donc c'est elle qui fait les ELISA là-bas. C'est elle qui s'amuse avec les ELISA. Voilà, la cinétique, c'est ce que j'avais écrit ici. À peu près tout ça. Bon, voilà. Donc, quand vous commencez les symptômes, les transaminases augmentent jusqu'à 10 fois la concentration normale et ils vont rester comme ça jusqu'à à peu près 5 mois. Et puis ils vont baisser. L'ARN virale, déjà au tout début de la maladie, elle apparaît. Elle peut persister parfois jusqu'à 6 mois. D'accord? L'ARN virale peut persister jusqu'à 6 mois. Et les anticorps anti-VIH, antivirus hépatite C, apparaissent bien au-delà de 3-4 mois. C'est là qu'ils commencent à s'élever, après 3 mois. Et ils atteignent les pics en général, parfois même après des années. Au moins après une année, etc. C'est là qu'ils atteignent les pics et ils restent pendant longtemps. Mais si vous faites, comme vous avez le risque de faire de passage à la chronicité de soit 75 à 90%, ça veut dire que l'ARN viral ici, dans les cas chroniques, j'espère que j'ai mis l'altéa. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les cas aigus. Pendant 6 mois, ensuite, les anticorps prennent les relais. C'est un processus de guérison qui arrive. Mais nous avons vu que dans 75 à 90% des cas, on a un risque de passage à la chronicité. Goutte épaisse, il faut suivre. Arrête de dormir. Hein? Il ne faut pas faire des gardes au labo pour venir étudier. Tu auras l'argent, mais tu auras zéro.
avec ton argent, ton salaire en poche. Moi, c'est qui est derrière, qui est derrière mieux. Tu as zéro, tu échoues en verrou, mais l'argent en poche. Tu peux aller boire pour te consoler. Voilà. En cas d'hépatite, d'infection chronique, regardez, l'ARN viral sera produit toujours pendant des années. Parfois, il y a des phases où ça se discontinue, ça continue. Vos anticorps vont essayer de s'élever aussi, d'accord? Très rapidement, mais les anticorps seront là, à des taux plus élevés, à des titres plus élevés, mais le virus sera également présent quand même pendant des années. Et les transaminases vont commencer à se comporter en yo-yo. Vous connaissez les yo-yo? Bon, c'est en français. Ma soeur, vous ne connaissez pas les yo-yo, même vous? Ah! Une évolution en yo-yo, en fluctuation. Comme vous le voyez. Les transaminases s'élèvent au moment où vous présentez les symptômes. Et puis dans l'hépatite chronique, les symptômes disparaissent quand même. Mais vous gardez les virus. Vous répliquez les anticorps, essayez de combattre. Mais de temps en temps, vous avez des pics de transaminases en yo-yo. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, etc. Voilà. C'est comme les taux du dollar, hein, par rapport au franc congolais. Ça joue au yo-yo. C'était 24. Et puis après, finalement, c'est devenu 22. Et voilà. Oh non, dollar est quitté. Les dollars est quitté à 22. Quelqu'un est allé changer. On l'a changé à 22. Il a sorti la bagarre. Non, c'était 24. Mais on dit, c'est ça, baissé. Il voulait bien que ça baisse. Mais maintenant, ça a baissé. On l'a changé. Son 100 dollars à 22, 220 000. Il s'est fâché. Il a sorti la bagarre. Non, qu'on les change seulement à 240. Mais on lui dit, papa, dollar ici est quitté. Il a refusé. Voilà. Le virus hépatite C a un impact important sur la morbidité, sur la maladie et sur la mortalité. Pourquoi? Parce qu'il crée la fibrose du foie, qui se transforme en cirrhose et en général en hépatocarcinome, donc un cancer du foie. Ce qui fait que l'objectif du traitement dans ces cas, c'est de pouvoir éradiquer le virus au départ, avant de l'avoir, ou alors, sinon, essayer de guérir ou de prévenir, stabiliser les lésions, voire les faire régresser, ce qui n'est pas très facile. En général, l'hépatite C a peu de symptômes. Les symptômes les plus manifestés, c'est la fatigue chronique et parfois des manifestations extra-hépatiques. Ça veut dire que quand vous voulez prendre en charge les personnes qui souffrent d'hépatite, vous devez prendre en charge beaucoup de choses à la fois. Ce qui n'est pas très facile. S'il est déjà à la phase de cirrhose ou de fibrose, ça devient compliqué. La cirrhose a tout un tas de symptômes que ça crée sur l'organisme qu'il faut gérer. En plus de cela, le virus lui-même continue à se répliquer. Il faut l'empêcher de se répliquer. Vous devez lui donner les médicaments, dont les ARV et autres. Mais les ARV doivent être métabolisés par le foie. Le foie est déjà bousillé en partie. Donc l'effet ne sera plus celui-là. Donc c'est assez compliqué. Et un goût épaisse. On fait Ikebaka. Ici, j'ai donné les schémas, l'évolution des molécules qui sont disponibles pour traiter l'hépatite C. Dans les années 90, on avait que l'interféron. Et puis l'interféron, en 98, on a introduit l'association interféron-ribavirine. En 2001, on a ajouté l'interféron pegylé à la ribavirine. En 2011, on a eu vraiment une percée avec le bocéprévir qui est apparu, l'ételaprévir, etc. Et depuis 2014, on a les ciméprivir, les sofosbuvir. Et il y a même d'autres médicaments qui sont arrivés. Bon, de toute façon, je ne vous demanderai même pas les médicaments. À vous, là. Je les demanderai au médecin. Ce que vous sachez qu'il existe quand même des médicaments, des schémas thérapeutiques auxquels on place les gens. Et ici, j'ai essayé de les résumer selon leurs fonctions. Les inhibiteurs de la polymérase, c'est dasabuvir et le sofosbuvir. Les inhibiteurs du gène NS5A, c'est tout cela que j'ai mis au milieu. Et puis les inhibiteurs de protéases, je les ai mis également là. Donc il y a plusieurs médicaments qui existent quand même contre l'hépatite C, vu sa dangerosité. Mais il faut avoir le schéma thérapeutique qui convient pour le type de virus que vous avez. Voilà pourquoi c'est important d'isoler les virus, d'accord, de les séquencer pour savoir c'est quelle souche et savoir quelles sont les molécules qui peuvent être sensibles à cette souche-là. Vous pouvez avoir contracté votre virus hépatite C en Europe ou en Amérique et puis vous êtes revenu habiter à Goma. Vous n'aurez pas les virus qui circulent ici. Ce qui fait que si vous contaminez les gens qui sont ici, ils n'auront pas les virus qui circulent ici.
On peut appliquer les schémas thérapeutiques de la RDC pour ces cas, ça ne marchera pas avec vous parce qu'en fait, vous avez un virus qui n'est pas d'ici. Et donc voilà pourquoi c'est important de toujours faire le séquençage pour connaître la diversité génétique du virus. Voilà. Oh, j'ai repris ça 2 fois. En bas, en jaune, j'ai dit ceci. Avant même de commencer le traitement, il faut faire ce qu'on appelle un bilan pré-thérapeutique. Vous devez mettre en condition tout ce qu'il faut pour commencer le traitement. Savoir d'abord si la personne supportera les traitements. Si la personne a 85% du foie qui est déjà abîmé, d'accord, et qui est fibrosé, vous n'allez même pas lui donner les médicaments, ça ne va même pas l'aider, parce que ça va les tuer. Son corps lui-même ne saura même pas prendre les médicaments. Il a un peu de cellules hépatiques seulement, qui doivent produire les glycogènes, les lipides, les glucides, qui doivent détoxiquer les choses, qui doivent, ça fait que, en soi, ça ne sert pas à grand-chose. Et il faut faire les tests initiaux hépatiques, savoir la charge virale du virus est à combien, les transaminales sont à combien, faire les génotypages virales, la charge virale au départ, et puis rechercher d'autres maladies. Souvenez-vous, quand on a une association VIH hépatite C, les risques de morbidité sont plus importants. Est-ce qu'il n'a pas aussi une hépatite B, il n'a pas les diabètes sucrés, il n'a pas des problèmes rénaux, etc. Il faut faire une échographie abdominale, voir l'état du foie. Le foie est vivant à combien de pourcents? Si vous avez 70%, 60-70%, c'est difficile de soigner ces foies-là. D'accord? Alors, il faut soigner plutôt l'âme de la personne. Donc, vous l'amenez chez Monseigneur, l'archevêque, chez le pasteur, Mukuna. Pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai cité. Bon, n'importe quel pasteur, n'importe quel daddy, de la puissance, qui peut créer qui peut faire des guérisons grâce à Dieu ou grâce à lui-même, selon les cas. Selon qu'il a les mouchoirs du Nigeria ou pas, selon qu'il peut vous faire disparaître ou pas, selon qu'il peut vous faire sortir les lézards et les serpents dans la culotte ou pas, bon voilà, vous allez là-bas. Et puis les autres marqueurs des biopsies également, les marqueurs des fibroses tels que il y en a beaucoup au niveau biologique. C'est très important. Vous devez avoir tout ça avant de commencer votre traitement. Parce que parfois le traitement peut coûter cher. Et vous savez que cette personne, avec son foie là, même sans traitement, il mourra dans les jours qui viennent. Alors vous n'allez pas, parfois, investir 10 000 balles, 20 000 pour les soins. Bon, bien sûr, parfois vous avez beaucoup d'amour, comme le CP ici. Il dit, c'est ma mère, qu'on fasse tout ce qu'on paie, l'argent, on cherchera toujours. Efficace, très bien. Vous dépensez, ça dépend. En fait, c'est très difficile d'avoir un être cher qu'on aime et ne pas vouloir intervenir. Sauf parfois quand vous avez les connaissances avancées. Vous dites que vous savez que ça ne servira pas à grand chose. Bon. Mais après, quand vous ne faites pas, les professeurs n'ont pas donné des sorciers, c'est sûrement lui qui l'a mangé pour avoir des succès avec les étudiants. Donc, vous voulez vraiment avoir des succès avec vous, il faut que je mange quelqu'un. Déjà, j'ai du succès sans manger quelqu'un. Maintenant, pourquoi je vais manger quelqu'un? Vous pouvez donner des antiviraux directs pour avoir une négativation de la charge virale, ce qui fait que l'ARN viral ne sera plus détecté. Et là, au moins, il faut attendre 12 semaines après la fin des traitements pour voir l'efficacité. Et les molécules sont différentes. Je vous ai déjà mis les molécules et qu'est-ce qu'elles font, etc. Bon, je ne vais pas vous demander comment agissent les molécules, etc. C'est pas ça le but du cours avec vous, avec vous autres. J'ai essayé de résumer, j'ai mis les génomes du virus et j'ai mis les molécules pour vous montrer où est-ce que chaque virus agit. Ça c'est pour mémoire, hein? C'est pour que vous sachiez. Bon, déjà connaissant vos têtes, personne ne va lire ça. Donc, si tu regardes la tête de Dongo, vous ne va jamais lire ça. La tête de ma soeur, jamais va lire ça. Tu vas lire ça? Ma soeur. C'est que tu as dit, même tonton Lucie a entendu. Et il est en train d'écrire dans le groupe. Voilà. C'est juste pour connaissance, pour que vous sachiez que il y a des médicaments qui peuvent inhiber les protéases, certains enzymes dont les virus ont besoin. D'autres vont inhiber la protéine NS5A, d'accord, qui est quelque part là, qui intervient dans la fabrication de certaines protéines fonctionnelles du virus.
Ce qui fait que le virus va être produit, il va manquer toutes les protéines qui sont produites par ces gènes. Ce qui fait que ça ne sera pas un virus qui sera capable de vous infecter totalement. Tout comme il peut inhiber la protéase. Les protéases, ce sont les molécules qui vous aident à bien tailler les particules virales, etc., les composants viraux, etc. Ou soit des molécules qui inhibent carrément l'ARN polymérase à des ARN dépendantes. Ça signifie la réplication même du virus n'aura pas lieu. Donc il y en a beaucoup. Et vous avez vu que beaucoup de gens se sont investis sur ça parce que l'hépatite C, c'est une maladie voilà, assez dure. Et voilà. Ici, j'essaie de mettre l'hépatocyte, la cellule du foie, avec les différentes molécules et où est-ce qu'ils agissent. Hein? Les inhibiteurs de la N5, NS5B, les inhibiteurs de ceci, etc. C'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on fait les schémas thérapeutiques. À n'importe quelle phase de réplication du virus, on peut mettre les schémas. Voilà. Les autres mesures, voilà. Quand vous avez un foie qui est foutu, on peut penser à une greffe, une transplantation. Il faut trouver un donneur compatible. Pas un donneur qui a été enlevé dans les taxis. À Kinshasa, la nuit, là, où non, rein, foie. On vous raconte des histoires à dormir debout, vous acceptez. Vous amusez avec prendre les reins de quelqu'un. Vous allez les conserver comment? Pour faire une greffe d'un rein, le rein doit être prélevé et il doit être gardé vivant. Il doit être gardé irrigué. Il faut qu'il soit vascularisé correctement, que le sang soit en train de circuler. Donc vous devez le maintenir. Donc c'est du genre, vous le prélevez, vous devez avoir ou le conserver. Il y a des banques d'organes dans les pays développés. C'est pas non, tu prends, tu mets dans un glacière. Oh non, j'ai 20 reins ici, je suis en train de vendre. Ah non, tu vends combien? 50 000. Tu vas te donner 50 000 pour un rein. Première chose. Deuxième chose, le don d'organes, il y a d'abord la compatibilité. On doit faire les tests d'histocompatibilité, les HLA, pour savoir si vous êtes HLA compatible, etc. Pour que quelqu'un accepte d'acheter, il doit être sûr qu'il doit utiliser ses reins et ses reins, il est en bonne santé. Maintenant, un vulgaire kidnappeur dans les taxis, quand est-ce qu'il va d'abord évaluer? Et puis, ce n'est pas les reins de tout le monde comprend. Il y a des critères d'éligibilité pour être donneur. Vous devez être en bonne santé, vous devez être en bonne forme, vous ne devez pas être ceci, vous ne devez pas être cela, vous ne devez pas être VIH, ceci, telle infection. Tout ça, là, les kidnappeurs n'ont pas vérifié. Il a juste vérifié ta tête, qui peut t'enlever, etc. Et puis ton rein, là. Donc, s'il est un vendeur, ça veut dire qu'au moins 89% des reins ne seront pas achetés. Il va se faire tuer pour rien. Donc, voilà, faut savoir analyser quand vous êtes des scientifiques. Kidnapping, oui, phénomène vrai. Oh, rein. Personne, les reins vont enlever là-bas. C'est pas facile d'enlever les reins. C'est peut-être facile de faire l'anatomie, tu as déjà tué quelqu'un d'enlever, mais où les mettre, comment les traiter pour arriver à les faire sortir du pays et les vendre, c'est pas facile. C'est pas facile, qu'on vous trompe pas. Mais la foie, greffe du foie, tu vas les mettre d'abord dans un sachet. T'as mis avec foie. Transplantation hépatique en cas de cirrhose décompensée ou d'hépatocarcinome. Bon, vous pouvez prendre d'autres mesures. Les autres mesures là, bon, hein, c'est loisir. C'est pas ça qui va vous sauver. Hein? Et vous sauver, c'est éviter d'avoir les virus. Si vous l'avez déjà, tout ça là, bon, c'est pour les publics. D'accord? Voilà. Question.